Bonjour à tous. Merci de votre présence ce matin, jeudi 2 juin 2016. On va être ensemble pendant 1h30 à peu près pour échanger autour du thème Enernet, Internet de l'énergie. Je voulais remercier d'abord notre panel et nos invités d'avoir accepté cette invitation et de participer à cette journée avec nous. Le Forum 5i, c'est un lieu de rencontre d'investisseurs, d'entrepreneurs, d'industriels, et aussi un lieu de réflexion, de débat, d'émergence d'idées. Et vous allez voir qu'on va échanger sur l'énergie, le futur de l'énergie et les transformations du secteur de l'énergie. Donc, en quelques mots, je m'appelle Olivier Cattera, je suis chargé de mission au sein du pôle de compétitivité Tenerdis, qui est une association qui rassemble environ 200 acteurs de l'innovation dans le secteur de l'énergie en région Auvergne-Rhône-Alpes et à travers différentes filières de nouvelles technologies de l'énergie et des systèmes énergétiques. Et donc c'est un plaisir d'avoir un panel aussi riche pour échanger avec nous aujourd'hui. La matinée va être structurée en 3 temps. Le premier temps, ça va être une très courte introduction autour d'un film, une petite animation, un mini-mento. C'est une start-up grenobloise qui a conçu ce film avec nous, qui va poser le concept, le définir rapidement en 2 minutes 19. Et puis ensuite, on aura des échanges avec notre panel autour d'une série de questions qui permettront de préciser, faire émerger des controverses sur le concept, sa portée, ses limites. Et après les échanges un peu cadrés, pour vous amener le maximum de matière, la parole vous appartiendra. Donc je vous invite à préparer vos questions. Toutes les questions sont ouvertes, toutes les thématiques en lien avec Enernet, Internet de l'énergie bien sûr, sont les bienvenues. Et il y a un micro qui circulera dans la salle, donc on vous invite à lever la main, vous présenter et formuler une question assez courte dans la 3e partie donc, de cette matinée. On devrait s'arrêter vers 11h, 11h15, et il y aura un message de la présidence de Grenoble-Alpes Métropole pour aussi animer cette journée et puis emmener les participants sur la vitrine et le reste du forum. Merci à Céline Tupin d'avoir préparé aussi toute cette journée pour faire cet événement ici. On va lancer la vidéo Minimento sur Enernet, Internet de l'énergie. On se retrouve dans 2 minutes. Dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, le secteur de l'énergie est confronté depuis plusieurs années à une révolution. Pour s'adapter, ce secteur clé doit changer en profondeur et adopter un nouveau paradigme, l'Enernet, ou l'Internet de l'énergie. Inventé par Bob Metcalfe, un des pères de l'Internet, et popularisé par Joël de Ronet et Jérémy Rifkin, l'Enernet est aujourd'hui rendu possible par la convergence du numérique et de l'énergétique. Ce concept repose sur une équation qui additionne 4 ruptures majeures. La première concerne la production énergétique. À la différence du modèle actuel, fondé sur la production d'énergie fossile centralisée, l'Enernet propose un système décentralisé, basé sur les énergies renouvelables. Cette production d'énergie propre sera ensuite distribuée via des réseaux intelligents, allant bien au-delà des smart grids pour y connecter du biogaz, de l'hydrogène ou encore de la chaleur issue de la biomasse. Dans ce modèle, le consommateur devient un acteur à part entière en investissant, produisant et revendant sa propre énergie au sein d'une communauté. Tous ces éléments permettront à l'Enernet de devenir un réseau social de l'énergie, couplé à de nouveaux modèles économiques basés sur le confort, la mobilité, la sécurité et l'éco-efficacité énergétique, dont le consommateur sera la pierre angulaire. Pensez qu'il y a 20 ans, vous envoyiez vos premiers emails grâce à un nouveau réseau, l'Internet. Terre d'innovation et d'avant-garde, nos territoires ont su profiter pleinement des évolutions du monde de l'information. À travers la somme des ruptures qu'il engendre, l'Enernet ouvre la voie à une révolution similaire dans le secteur de l'énergie. En fédérant les différents acteurs de l'écosystème, à travers le pôle de compétitivité Tenerdis, la métropole grenobloise a toutes les compétences pour devenir un territoire d'excellence autour de ce nouveau paradigme, au croisement des enjeux de l'énergétique et du numérique.
Merci. Donc, pour échanger autour de ce thème, on aura un panel riche. Donc, je vais très rapidement introduire nos participants. Dans l'ordre ici, Nicolas Bardy, qui est président de la société Sylphen, une start-up issue des travaux du CEA et qui travaille sur une révolution dans la production de chaleur, d'énergie et d'hydrogène localisé. Tu nous en diras un petit peu plus tard. Olivier Cotet, directeur marketing de la recherche chez Schneider Electric. Noureddin H. professeur à Grenoble INP et chercheur au G2E Lab. Jean-Paul Reich, directeur scientifique chez Engie. Philippe Malbranche, qui est directeur général du CEA INES, l'Institut national de l'énergie solaire. Et Julien Robillard, ancien président d'Enercop et conseiller de la présidence d'Enercop aujourd'hui. Donc ma première question, elle va s'adresser à Jean-Paul Reich. On a vu une présentation simplifiée, pédagogique de ce concept EnerNet, Internet de l'énergie. Quelles sont les ruptures ou les renversements du système énergétique dominant qui sont en train d'émerger aujourd'hui? Oui, alors effectivement, l'EnerNet, alors il y avait une question qui était posée, est-ce que c'est une rupture ou une révolution? Moi je dirais que c'est ni une rupture, ni une révolution, c'est simplement une condition nécessaire, absolument nécessaire, pour permettre et réussir la transition énergétique qui est en marche. En fait, je dirais un des grands facteurs, un des grands critères de la transition énergétique, et un mot qu'il faut garder en tête, c'est la flexibilité. Quand on regarde la chaîne de valeur ajoutée de l'énergie, elle a toujours été du côté de la flexibilité. Effectivement, lorsqu'on était dans un modèle de production centralisé, adossé à des énergies fossiles, on était associé à des stocks. Que le stock soit sous terre ou dans la cour de l'usine, on produisait juste à temps. Et la flexibilité était du côté de la centrale. Avec le développement des énergies renouvelables, je ne reviendrai pas sur les raisons environnementales, politiques, géostratégiques de l'abandon des énergies fossiles pour passer aux énergies renouvelables, parce que le vent n'est pas stockable, parce que le soleil n'est pas stockable, parce que les courants ne sont pas stockables, on est en train de migrer, la flexibilité est en train de se déplacer vers l'utilisateur, vers le consommateur. Par ailleurs, ces énergies renouvelables, contrairement effectivement aux énergies fossiles ou contrairement aux centrales, ne sont beaucoup plus diffuses. Donc on va vers une décentralisation, une territorialisation de cette production. Donc un grand nombre d'acteurs. Et pour que tout ça fonctionne, effectivement, en plus avec des constantes de temps beaucoup plus courtes, bon, vous avez un panneau PV, un nuage passe, vous perdez 60% de la production en quelques secondes. Il faut avoir beaucoup de réactivité, beaucoup de données. Donc, d'où cet intérêt de coupler le système de données, le système d'information avec des réseaux de plus en plus locaux, avec des systèmes de plus en plus locaux. Parce que la deuxième dimension de cette transition énergétique, au-delà de la migration de la flexibilité, donc de la valeur vers le consommateur, il y a aussi ce que j'appellerais le downsizing des équipements. Dans les énergies renouvelables, la performance, on l'a cherchée à travers la taille, des centrales très grosses, et à travers la performance. C'est clair que les énergies renouvelables, elles sont par nature finies, d'où l'important... Bon, au départ, on ne s'en rendait pas compte, mais le temps passant, le souci de ne pas gaspiller, d'où l'importance du rendement. Lorsque nous sommes dans des énergies aujourd'hui renouvelables, diffuses, il faut effectivement... on a un autre objectif, bon, la baisse des coûts, en fait, on l'obtient par l'effet de série, produisant en très grande masse, plus par la taille, mais par la série. Et au fond, gaspiller du soleil, gaspiller du vent, gaspiller des courants, c'est pas très grave. On est inondé de soleil, on est inondé de vent, etc. Si le rendement a de l'importance, c'est parce que pour transformer aussi ces énergies, on utilise de la matière, du silicium, et que cette matière n'est pas non plus infinie, même si elle est très renouvelable, elle n'est pas infinie. Donc, mais en gros, il y a une redistribution un peu des rôles entre le rendement, le coût, la flexibilité. Et tout ça, c'est quand même un driver extrêmement important de la transition énergétique. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que ce concept et cette transformation, elle est d'abord liée à une politique globale de lutte contre le changement climatique, de sortir du fossile et des émissions de CO2. C'est quand même la pierre angulaire. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension environnementale. Il ne faut pas non plus nier les décisions géostratégiques. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont quand même localisées dans des endroits où c'est de plus en plus cher, de plus en plus difficile. Aller la chercher en matière sûre. Il faut quand même savoir que, en gros, pendant longtemps, et on peut comprendre la politique des États-Unis, ça coûtait $1 milliard par jour, militairement, de protéger les approvisionnements.
Donc j'entends aussi qu'il y a une très belle opportunité de le relocaliser de l'investissement et de créer de l'emploi dans cette transition énergétique et c'est mis en place de nouveaux systèmes. C'est clair que dans des systèmes qui vont donner une place au territoire des solutions locales, on peut penser aux très grands réseaux, mais avec aller chercher du soleil au Sahara ou ailleurs, mais néanmoins on est quand même beaucoup plus proche du consommateur final et c'est un peu moins délocalisable d'une certaine manière. Très bien, merci. Philippe Malbranche, on entend en fait qu'il y a un intérêt à récupérer les énergies renouvelables qui sont autour de nous. Le soleil en est une des principales. On entend que le solaire est appelé à prendre une place majeure dans le mix énergétique de demain et devra être connecté, intelligent, communicant. Quels sont les moteurs de la croissance si rapide du solaire et notamment du photovoltaïque, le PV ? Les moteurs sont multiples et puis on les constate depuis des années pour pas décennies. Parce qu'au niveau des avantages et notamment l'avantage économique, on voit la décroissance des prix depuis 3 décennies, une décroissance assez régulière. Je vais y revenir. Il y a aussi tout l'ensemble des autres avantages qui ont été rapidement cités. Tout d'abord l'avantage environnemental, pas d'effet de serre. Et puis l'avantage qui vient d'être dit, la modularité. La modularité du photovoltaïque, c'est quelque chose de fabuleux, que vous utilisiez 1 mètre carré, quelque chose grand comme la table, vous êtes parfait pour alimenter un site isolé en éclairage. Vous mettez quelques dizaines de mètres carrés, enfin 10 mètres carrés, 20, 30 mètres carrés, vous alimentez une maison, vous alimentez votre véhicule à l'année avec ça. Si vous voulez un peu plus, vous avez passé à la centaine de mètres carrés, milliers, hectares, kilomètres carrés. Cet effet de cette modularité qui induit des installations aussi très rapides. Si vous avez besoin de quelque chose, demain c'est installé. Si vous avez besoin de 10 mégawatts, ça sera quelques mois ou au maximum 1 an compte tenu des autorisations. Et si vous avez besoin d'1 gigawatt, vous installez 1 gigawatt si vous avez le terrain qui va bien. Ça c'est un avantage essentiel. Il n'y a pas du tout d'effet de seuil comme là où il faut une turbine, une turbine, des cheminées, du refroidissement, etc. Et vous ne faites pas ça au niveau du particulier, quoi. Donc ça c'est un avantage important. Donc l'environnement, je l'ai dit, la vitesse d'installation, je l'ai dit. Tout ça induit une accessibilité à tout un tas d'investisseurs. Donc le particulier peut être un investisseur, le chef d'entreprise qui a des entrepôts, des usines peut être l'investisseur de ce produit. Une collectivité, comme elle a une station d'épuration, elle peut très bien, sur sa décharge, mettre des panneaux solaires, etc. Donc ça crée des sources de revenus supplémentaires. Tout le monde peut investir, évidemment, les utilities traditionnelles aussi. Avant-dernier avantage, je dirais, l'impact économique de tout ça, c'est des emplois que vous avez créés localement. Dans l'installation essentiellement ? Oui. Installation à tout niveau, intégration dans le bâtiment, donc liée à l'architecture, le bâtiment, et puis installation, connexion, raccordement au réseau et toute la gestion qui va avec. Et puis donc je vais y revenir, le prix qui est juste très bien, on arrive à une rupture. On parlait de la parité réseau depuis un moment, mais là ça y est, on l'a franchi, on arrive à des coûts de revient du photovoltaïque dans le monde absolument étonnant. On est maintenant sur une fourchette de 3 à 7 centimes le kilowattheure. Dernièrement en Allemagne, qui est donc un des pays les moins favorisés, on est à 7,5 exactement, 7,5 centimes le kilowattheure. En France, l'année dernière, la réponse la mieux disante était à 7 centimes. Donc ça, c'est un coût complet, financement du panneau, son installation et livraison d'1 kilowattheure pendant tout à fait. 20 ans à peu près. Très bonne remarque. Faut savoir que si on n'y mettait pas tous les frais administratifs et financiers, aujourd'hui, une installation qui serait à 7 centimes, elle est d'ores et déjà à 4 centimes le kilowattheure.
Donc, en comparaison, quand on a un kilowattheure livré chez soi par les systèmes traditionnels, on se situe à quel prix du kilowattheure sur les marchés aujourd'hui? C'est quoi? C'est 14, 18 centimes Non, marché de gros, c'est oui, beaucoup moins. Vous avez toute la gamme. Je veux dire, le particulier va acheter son électricité à 15 centimes. Il y a toute la gamme tarifaire. Vous connaissez comme moi, le fossile est plutôt dans la gamme 3, 4 à 5 centimes. Ça, c'est sur les marchés de gros, en fait. Oui, hein? Oui, d'accord. Oui. Ok. Mais tout ça, c'est vraiment le driver. C'est le fait de l'intérêt économique et vis-à-vis du particulier. Alors, le particulier ne va pas être à ces prix-là, il va être un petit peu plus cher. Mais à l'heure actuelle, on fait des installations où, pour l'autoconsommation, le prix de revient est de l'ordre de 10, 11, 12 centimes. D'accord. Et une des ruptures, ça a été la production de masse du solaire PV par les Chinois, qui ont investi massivement et inondé le marché. Est-ce qu'on a loupé une opportunité de production industrielle en Europe? On l'a, semble-t-il, loupé sur les années passées. Est-ce qu'on a une opportunité de récupérer d'autres activités industrielles dans le solaire en Europe? C'est certainement ça va être de plus en plus difficile. Parce qu'il faut voir que là-bas, en Chine, sur toute l'Asie, les usines maintenant font 3 gigawatts, 5, 6 gigawatts unitaires. Donc ça, c'est des capacités de production annuelles, en fait, quand on a ces chiffres-là. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment important. On pense, et ça, c'est une réflexion qui est en train d'apparaître partout dans le monde, on pense qu'il faut des usines sur chaque continent. Donc les Américains sont en train de rattraper cet effort. Ils n'étaient pas sur le silicium, quasiment pas. Et ils sont en train d'investir dans plusieurs usines sur des technologies silicium de génération 2, 3, comme on veut, mais sur de nouvelles générations donc plus performantes, qui demandent un capex d'investissement de plus en plus faible, et qui peuvent permettre d'envisager des productions économiques sur chacun des continents. Alors en Europe, il n'y a plus qu'un gros, il n'y a plus que SolarWorld en Allemagne, qui est un gros fabricant qu'on appelle verticalement intégré, c'est-à-dire qui produit toute la chaîne, du silicium aux cellules jusqu'au module. En France, nous avons encore Photowatt et quelques fabricants de modules seulement. Tout ça est lié au marché. Tout se boucle. Un investisseur aura du mal à dire « Ok, on se lance dans une usine d'1 gigawatt » quand on voit que le marché français stagne à 800, 900 mégawatts par an. Alors même s'il y a des perspectives de le remonter à 2 gigawatts, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Mais on peut vraiment imaginer qu'au niveau européen, où le marché est de l'ordre de 7 à 8 gigawatts, il y a la place pour une ou deux grosses usines. Mais là, il faut une politique vraiment d'ensemble, une politique industrielle. Et là, c'est une vraie concurrence internationale. Très bien, merci. On va parler d'une autre opportunité de politique industrielle autour de l'hydrogène, Nicolas Bardy. Dans ce paradigme Enernet, Internet de l'énergie, il y a des nouvelles mailles territoriales qui apparaissent, qui émergent, pour rendre les bâtiments plus autonomes, plus intelligents, communicants aussi, s'ils sont équipés de production d'électricité renouvelable, par exemple, échanger des données. Mais on sent que pourraient apparaître des passagers clandestins, en fait, des bâtiments qui décident d'autoconsommer, mais de ne pas contribuer à l'effet réseau, à la communauté. Quelles vont être les exigences demandées à des bâtiments pour être responsables et éviter cet effet de passagers clandestins, de l'autoconsommation partielle, sans soutien au réseau? Alors, oui, on parle d'Enernet, donc on parle de réseau. L'énergie est déjà distribuée en réseau aujourd'hui. La grosse transformation, c'est ce qu'a rappelé Jean-Paul, cette flexibilité qui bascule du côté du bout du réseau et pas de la production centralisée. Et puis cette production décentralisée qui fait que le réseau maintenant il fonctionne dans tous les sens. Et donc on va émettre de l'énergie depuis les plus petites mailles de réseau et la distribuer de partout plutôt que d'avoir simplement de l'énergie qui vient d'en haut et qui se distribue vers le bas. Nous, on est persuadés que les bâtiments sont le nœud focal de ce réseau, alors bâtiments, quartiers, parce que si vous y réfléchissez bien,
Et ça, c'est une grande différence, d'ailleurs, petit aparté, entre l'Internet et les NERNet. L'Internet, il y a une valeur vraiment positive à pouvoir téléphoner à un ami qui est en Chine. Sur les NERNet, il n'y a pas véritablement de valeur positive à aller transporter de l'énergie depuis la Chine jusqu'à ici, ou le contraire. L'énergie, plus on va la gérer localement, moins il y aura de pertes. Donc on a une vraie exigence de pensée locale sur les NERNet. Et si vous y réfléchissez bien, les hommes vivent, travaillent, vont à des conférences, dorment, naissent, meurent dans des bâtiments. Les transports, ils partent d'un bâtiment, ils vont à un autre bâtiment. Alors vous pouvez vous arrêter à la plage ou à la montagne pendant un moment, mais globalement, vous revenez toujours près d'un bâtiment. Il se trouve que sur les bâtiments, on met aujourd'hui du solaire. Donc ces bâtiments, ça devient des lieux essentiels de consommation d'énergie, c'est des lieux essentiels de recharge des véhicules pour les transports, et c'est des lieux essentiels aussi de production d'énergie. Donc maintenant, à cette échelle-là, comment on va gérer ce réseau ? Un risque, effectivement, c'est de se dire, j'ai ma production locale, j'ai un peu de stockage, la plupart du temps je suis autonome, mais la plupart du temps seulement. Parce que comme la flexibilité n'est pas assurée sur le solaire, sur l'éolien, si vous avez sur un territoire donné une semaine entière de mauvais temps, de froid et pas de vent, vous allez être dans une situation difficile. Et si il fait pas beau, qu'il n'y a pas de vent et qu'il fait froid à Grenoble, le climat ne sera pas essentiellement différent à Voiron et même à Chambéry en général. Donc c'est vraiment sur une échelle régionale que là vous allez avoir des déficits à certains moments au niveau du réseau et que les gens ne comprendraient pas de ne pas avoir d'énergie. Donc il y a un moment, il faut maintenir des moyens qui vont permettre d'apporter de l'énergie à ces mailles de réseau quand il y en a besoin, ou alors, autre option, développer des solutions locales de stockage. Et dans ce cas-là, de stockage qui n'est pas simplement de l'écrêtage de pointe, du petit effacement, mais du stockage de masse. C'est là qu'arrive l'hydrogène, parce que si vous y réfléchissez, dans 1 kg d'hydrogène, il y a 40 kWh. 40 kWh, c'est plus que ce que vous avez dans une batterie de Zoé. Et une bouteille d'hydrogène d'1 kilo, c'est une bouteille qui fait 1,50 m de haut, ça de diamètre. Donc ça veut dire que sur cette estrade, en bouteille d'hydrogène, on met plusieurs mégawattheures d'énergie. Et ça coûte pas très cher, c'est des bouteilles. Et on pourra le produire d'origine renouvelable, cet hydrogène, demain ? Eh ben, c'est là tout l'enjeu. Puisque si le stockage est pas un véritable problème, le problème c'est comment on produit cet hydrogène, comment on le réutilise. Donc, petite parenthèse de publicité, côté Sylfen, on a développé une technologie d'électrolyse réversible. Ça veut dire que quand on a des surplus électriques, on utilise cette électricité pour faire de l'électrolyse de l'eau, produire de l'hydrogène qu'on va stocker. Et puis quand on a besoin d'énergie, on va réutiliser cet hydrogène pour produire de l'électricité et de la chaleur. On peut même aussi produire de l'électricité et de la chaleur à partir de gaz nat. Ça veut dire que le réseau de gaz naturel, qui est encore un vecteur de l'Enernet, notamment Verdi avec l'injection dans le réseau de biométhane, etc., peut être une des sources de secours, de résilience du système énergétique, du nouveau système énergétique, avec ces solutions de sécurité et de stockage décentralisés. Très bien. Donc ce bâtiment intelligent, connecté, par des solutions de stockage, va devenir une pierre angulaire pour les habitants, mais aussi le quartier. En fait, il y a des possibilités de raccordement, d'éco-quartier à énergie positive. C'est là qu'il faut expérimenter, c'est là qu'il faut développer les nouveaux business models. C'est très attractif, un nouveau business model. Ça fait rêver plein de gens. Après, quand on est une start-up et qu'on cherche des investisseurs, ils aiment bien connaître le modèle économique. Quand le business model n'est pas encore établi, c'est un peu plus difficile. Donc on voit bien qu'il y a les opportunités, on voit bien que ce monde est en train de changer, mais effectivement les business models changent en fait après la mise à disposition des technologies, puisque c'est la réalité objective du fait qu'on peut produire du solaire, qu'on peut stocker, qui pousse in fine le système économique, le système juridique, à mettre en place des tarifs, des aides, des appels d'offres qui rend objectivement faisable sur le terrain ces nouvelles solutions. Donc là, il y a un vrai enjeu finalement de prospective, de travail en commun, de vision de comment on va construire ces nouveaux business models. Alors, quand on parle de nœud de réseau, on parle vraiment effectivement de connexion.
Moi, j'ai tendance à dire que des solutions d'énergie renouvelable et de stockage, ça permet de faire des bâtiments autonomes. Je parle bien de bâtiments autonomes et pas de bâtiments autarciques. Donc c'est comme quand on éduque un enfant. Au départ, il est dépendant. Donc aujourd'hui, effectivement, chez soi ou à son bureau, on a de l'énergie qui arrive, on est dépendant du fournisseur, de l'abonnement, et puis on subit finalement son approvisionnement en énergie. Si on le produit et qu'on le stocke, on devient autonome. Mais être autonome dans la vie de tous les jours, ça veut dire pouvoir vivre sa vie, mais échanger avec les personnes autour. Donc l'idée n'est pas forcément d'avoir chaque petite maison qui va être autarcique en énergie. C'est déjà de faire tous les basculements et les partages d'énergie aux bonnes échelles. Quand vous avez d'un côté, pendant la journée, une maison qui produit de l'énergie, elle pourrait l'envoyer au bureau d'à côté où les gens sont en train de travailler. Et quand le week-end, le bureau qui produit aussi de l'énergie est vide parce que les gens sont chez eux, il vaut mieux envoyer l'énergie directement sur les maisons. Par contre, quand il fait pas beau pendant une semaine, que ce soit bureau ou maison, tout le monde est dans la même galère. Et dans ce cas-là, il faut avoir des systèmes de stockage. Donc on peut penser ça à l'échelle de la maison, on peut penser ça à l'échelle du quartier, qui est probablement un nœud de réseau très pertinent. Très bien. Donc Sylfen était dans la vitrine l'année dernière du Forum 5i. Aujourd'hui, ils sont sur l'estrade en tant qu'entrepreneurs. On prend rendez-vous l'année prochaine après la levée de fonds et les clients signés. Avec grand plaisir. Très bien. Noureddin Saïd, Enernet est présenté comme la convergence de l'énergétique et du numérique. Quel parallèle peut-on faire entre l'évolution à venir des systèmes énergétiques, et notamment électriques, que vous connaissez très très bien, et cet Internet qui s'est développé sur les 15-20 dernières années? Oui, c'est un point important, effectivement, cette convergence entre le numérique et l'énergie, mais je voudrais juste rappeler que le numérique a toujours été utilisé dans les réseaux, mais en particulier dans les réseaux de transport, y compris des services basés sur l'Internet, par exemple ce qu'on appelle les web services. Ils sont utilisés dans le monde électrique depuis déjà 1997. Je crois que les réseaux électriques ont été la première industrie à utiliser le web service de B2B. Par exemple, ce qu'on appelle les réservations transfrontalières. Donc c'est fait justement à travers des portails comme ça. La nouveauté, en fait, elle est plutôt au niveau du réseau de distribution. Elle est au niveau du réseau de distribution, d'une part parce que c'est une autre échelle que le réseau de transport. Le réseau de distribution, c'est un petit rappel, c'est 1 300 000 km, ce qui représente à peu près un peu plus de 3 fois la distance Terre-Lune. Donc, du coup, on n'imagine pas les mêmes solutions de numérique qu'on a sur le réseau de transport que sur le réseau de distribution. Et puis, d'autre part, le réseau de distribution, c'est lui qui est directement en frontal avec cette révolution, qui est justement les systèmes distribués, mais parce qu'il est en frontal avec le consommateur, qui lui-même devient justement acteur. Il est en frontal avec toute cette production distribuée. Il est en frontal avec les nouveaux usages tels que le véhicule électrique et puis autre chose. Donc une vraie révolution qui est au niveau réellement de la distribution, qu'elle soit technologique ou business model d'ailleurs, parce que la question du business model du réseau du coût est un point qui est important. Alors donc cette convergence numérique, elle est là, d'autant plus que on voit finalement qu'on peut saisir l'opportunité sur la démocratisation, par exemple, de technologies de l'information et de communication au niveau du consommateur. Donc ça, c'est des choses qui deviennent une valeur également pour le système. Et c'est là où, finalement, quand on parle d'un consommateur-acteur, sans cette connexion numérique, on ne pourrait pas en parler. La flexibilité au niveau du consommateur, s'il n'y avait pas cette connexion numérique démocratisée, parce que la question, encore une fois, c'est du business model, de ce qu'on a à investir pour avoir ce consommateur-acteur, elle est là. Et donc cette fenêtre-là, cette fenêtre-là permet de nouveaux services dont on n'avait pas du tout l'habitude de voir, typiquement cette flexibilité où le consommateur, il peut offrir des services de flexibilité, on appelle ça l'effacement, mais c'est plus la modulation en fait, la modulation qu'on fournit pour le système, c'est-à-dire qu'en fait on agit sur les prix du marché, soit on agit en offrant le service, par exemple ce qui se passe déjà aujourd'hui, typiquement ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement, déjà ça existe, y compris quand on a des agrégateurs qui permettent d'agréger beaucoup de consommateurs, mais au-delà en fait des services par exemple que on peut mieux gérer typiquement les pannes. Les pannes, je vous rappelle que des pannes, j'ai plutôt un chiffre au niveau des États-Unis. Les pannes, c'est de l'ordre de, en moyenne, ce qu'on appelle la coupure par consommateur en moyenne sur une année, de l'ordre de 200 minutes par an. En France, on est plutôt vers les 75, à peu près 75 minutes par an. Donc les États-Unis, c'est 3 fois plus. Et le coût qu'ils ont estimé pour l'économie américaine, c'est d'entre 120 et 180 milliards
pour l'économie américaine, cette durée de coupure. Ce qui veut dire que quand on peut s'appuyer, et en particulier ça arrive pas mal aussi au niveau de la distribution, donc c'est en dehors des grands blackouts, au niveau des distributions. Donc si on arrive à gagner chaque minute qu'on gagne au niveau de la coupure, eh bien ça a évidemment un bénéfice économique considérable. Et on est dans cette situation au niveau de la distribution justement en se basant à la fois sur l'interaction avec le consommateur, mais aussi avec le numérique qu'on est en train d'exploiter localement. On a aussi sur les pertes, les pertes aujourd'hui, ça se chiffre en milliards quand même, malgré tout, même si le réseau français c'est un des plus performants au monde. N'empêche, il y a les pertes, c'est comme ça. Et donc là aussi, le fait d'avoir la possibilité d'interagir avec le numérique, on a également la possibilité, ou en tout cas des bénéfices qu'on peut avoir au niveau des pertes. Et le troisième point, c'est la fenêtre qui est ouverte sur la distribution, parce que la distribution, à l'inverse du transport, n'était pas très, instrumentée en matière justement d'information et donc de gérer derrière, parce que si on ne voit pas, on ne peut pas piloter. Donc si on veut piloter, il faut qu'on voit, mais pour qu'on voit, on a besoin de capteurs. Les capteurs, il faut transmettre l'information, gérer l'information, et derrière, gérer même la résilience de l'ensemble de ce système-là, parce que derrière aussi, le dernier point que je veux apporter ici, c'est cette convergence numérique énergie, c'est des opportunités que je viens de citer, mais aussi c'est des risques. Donc c'est considérablement des risques. C'est quoi les risques ? Eh bien, les risques, tout simplement, c'est que c'est les risques que vous avez typiquement sur l'Internet. Donc, vous avez des risques sur l'Internet. On parle évidemment de cybersécurité de manière générale pour l'énergie. Et donc, on sait aujourd'hui qu'on a eu déjà des attaques cybernétiques. On les a. Donc, dès aujourd'hui déjà, enfin, même il y a quelques années déjà qu'on a commencé à les avoir. Donc, il y a ces risques-là. Mais au-delà de ces risques-là, c'est que quand vous multipliez des objets intelligents connectés, enfin, connectés pas au sens d'objets connectés, mais en tout cas des objets intelligents qui sont connectés à travers le réseau, dans lequel on couple le numérique effectivement avec l'énergie. Si vous ne maîtrisez pas, par exemple, les défaillances de numérique et leurs conséquences sur le réseau, eh bien là, c'est un risque. Dans le numérique, quand vous avez un ordinateur, évidemment, quand votre ordinateur bloque, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites CTRL-ALT-DELETE, et puis vous recommencez, et puis l'affaire est classée. Là, dans le réseau, on ne peut pas faire ça. Donc voilà, donc ce sont de choses également, mais qui ouvrent également de formidables opportunités d'innovation. Et donc des innovations, on a des startups qui sont sur ces domaines-là, et donc c'est un bouillonnement, et c'est justement tous ces problèmes-là qui se transforment en opportunités d'innovation. Donc c'est des vraies opportunités de développement, mais avec un niveau d'exigence et de vigilance qu'il faut maintenir pour que ça reste fiable et sûr. Bien, la question, ça a été dit tout à l'heure, je crois, c'est que l'exemple est très simple. Aujourd'hui, personne n'accepte d'appuyer sur un interrupteur qui n'a pas la lumière. Donc, je pense que toi, tu l'accepterais pas, j'imagine. Donc, tu l'acceptes. Donc, ce niveau d'exigence, il est à la fois sociétal, c'est-à-dire qu'en fait, le consommateur, comme disent les Américains, considère que, par exemple, l'électricité, c'est granted, c'est-à-dire qu'elle doit être là, point barre. Donc, elle est granted. Donc il y a cette exigence sociétale, mais aussi derrière c'est une exigence économique, parce que quand vous faites, alors sur le consommateur ça va encore, mais quand vous avez une coupure, c'est chez un industriel et qu'il n'a pas derrière les moyens de backup et de sécurisation, le coût derrière sur ces chaînes de production est absolument exorbitant, sans parler du temps de redémarrage, etc. Donc c'est à la fois une exigence sociétale et une exigence économique. Très bien. Merci Noureddine pour ces compléments. Olivier Cotet, on parle d'ubérisation ou de blablacarisation de l'énergie. Ça serait intéressant d'expliquer à quoi correspond ce phénomène. Et on voit en fait qu'avec ce nouveau concept, cette nouvelle organisation du système énergétique, ça va bousculer un petit peu la place des utilities, des grands fournisseurs d'énergie, mais aussi des équipementiers ou des systémiers, les acteurs qui fournissent des installations, des équipements, comme Schneider Electric. Comment on se prépare à ce nouveau paradigme ? Alors, comment on se prépare ? D'abord, expliquer ce nouveau paradigme de termes de blablacarisation, c'est quelque part l'économie du partage. Donc elle est liée de comportement, le comportement individuel, donc on va appeler ça le prosumer ou le consommateur, mais surtout aussi le comportement des professionnels, des collectivités territoriales, des campus, des quartiers, des villes, des régions, qui voient dans la décentralisation de l'énergie le fait de s'approprier sa production.
Et donc, on rentre dans une économie de je me réapproprie ma capacité de produire et de consommer, donc de prendre mon destin en main. Un peu comme le jardinier qui a un bout de terrain et qui refait pousser sa salade plutôt que d'acheter la salade qui vient du Maroc. D'accord ? Ou d'Espagne, ou d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et donc, l'important, c'est de la faire pousser et du coup de la consommer. Et je suis fier de la consommer. Et je suis fier de la partager avec mon voisin contre ses carottes ou ses tomates. Voilà. Je sors de l'analogie gastronomique pour revenir sur cette économie du partage, ou plus exactement sur ce comportement du partage, d'accord, qui est en fait une réappropriation locale de mes capacités, d'accord, qui est la prise de mon destin en main. Alors, au niveau je dirais, du consommateur, du bâtiment, du résidentiel, d'accord, on est plus sur la fierté de participer à un mouvement écologique, ou etc., plutôt que des notions de prix. Mais au niveau des collectivités territoriales, c'est très important. C'est très important, et c'est pas, je dirais, anodin, d'accord, et anachronique que le petit vidéo qu'on a vu en introduction, d'accord, soit signé les territoires Alpes-Métropole. Voilà. C'est parce que c'est une reprise en main de son destin au niveau des territoires et des collectivités. Derrière, il y a quoi ? Il y a la responsabilité environnementale. Je suis maître de mon émission de CO2, je suis maître de ma responsabilité. Il y a gérer, c'est prévoir, d'accord, le travail sur la résilience des territoires, c'est-à-dire sur la vulnérabilité aux aléas. Et en cette période de fortes pluies, d'inondations, d'accord, et de perte de distribution, je suis tout à fait opportuniste sur l'élément. Mais cette notion de prévention des risques, d'accord, risque d'approvisionnement, risque climatique, risque d'aléas, d'accord, quelque part, c'est une production et une consommation de proximité qui diminue ces risques, d'accord, et qui augmente cette résilience. Voilà. Et donc ces comportements-là amènent à l'autonomie énergétique, d'accord, la fiabilisation face aux risques, puisque la fiabilisation, la disponibilité, c'est la concentration, c'est les services systèmes, c'est la stabilité en fréquence. Donc je dirais que la disponibilité, c'est le réseau électrique qu'on a connu. La résilience, c'est la création de poches, je dirais, de microgrid, de pocket. J'avais un ami qui venait d'écrire une tribune sur le grid fractal. C'est-à-dire que j'ai le réseau de ma maison, le réseau de mon quartier, le réseau de ma ville, le réseau de... Il l'a appelé comment, vous dites ? Le grid fractal. Le grid voilà. fractal. Moi, je parlais plutôt des poupées russes. Ceux qui me connaissent savent que je parle des poupées russes, du réseau électrique, d'accord, avec des territoires d'autonomie, des territoires de maîtrise. Mon voisin parlait de est-ce que je mets ma batterie, mon stockage, ma production au niveau de ma maison, de mon bâtiment, de mon quartier ou de ma ville. Tous ces systèmes-là ont certaines pertinences. En fait, c'est qui prend la responsabilité de fabriquer l'autonomie, l'équilibre, la rentabilité économique. Voilà. Et donc, du coup, derrière ces phénomènes-là, ça impacte les réseaux de données, comme le disait Nordine. C'est-à-dire que quelque part, il faut rentrer aussi dans une économie du partage des données. On est rentré dans un monde dans lequel on avait un système hyper blindé de gestion des bâtiments, d'accord, un système d'information extraordinairement sophistiqué pour le distributeur, un système d'échange et de facturation et de production pour le producteur-fournisseur ou le responsable d'équilibre, un système d'information fantastique pour le réseau. Eh bien, ces systèmes d'information, maintenant, doivent se partager de la donnée. Pas tout. D'accord, il faut choisir les données qu'on partage, mais on rentre aussi dans une blablacarisation des informations permettant cet équilibre, cette flexibilité, ce partage de l'information. Voilà, en quelques mots ce que je voulais dire. Alors maintenant, comment on s'y prépare ? Derrière, ce sont des opportunités fantastiques pour des sociétés comme la mienne, ou aussi pour l'écosystème technologique renouvelable, parce que il faut pouvoir gérer, entre guillemets, produire, capter, stocker, distribuer de la donnée. Il faut produire, capter, stocker localement de l'énergie. Il faut produire, capter, stocker, distribuer des réseaux d'euros, qu'on appelle les business models, mais voilà. D'accord, c'est le réseau de Joule, le réseau de données, le réseau d'euros. Voilà. Donc c'est un monde qui est fantastique pour, je dirais, l'écosystème, pour les startups. D'accord, que ce soit des startups numériques, des startups technologiques, ou pour des groupes comme Schneider Electric, d'accord, qui est, je dirais, un petit peu
à la frontière entre tous ces systèmes d'information, des systèmes de données, des systèmes de gestion des bâtiments, des systèmes de pilotage des réseaux sur lesquels on peut jouer. J'entends qu'il y aura donc une réduction du coût de l'énergie parce qu'elle sera produite localement, on ne va pas l'importer, donc on aura une réduction, au lieu de payer une énergie fossile qui vient de loin, on va avoir une énergie renouvelable dont le coût marginal est plus faible. En revanche, on va investir massivement et donc il y aura des coûts et des opportunités d'activité pour les équipements qui vont permettre de produire, stocker. Donc on fait passer des fonds de l'importation d'énergie fossile à des investissements des moyens de production localisés. Donc il y a un intérêt pour les équipementiers, je vois bien. Pour une utilities qui vivait de la distribution de l'énergie, comment elle doit se réinventer? Parce que c'est aussi une menace pour des acteurs qui sont fournisseurs d'énergie, pas uniquement fournisseurs d'équipements. Alors, je vais faire la distinction entre la utility producteur-fournisseur et la utility entre guillemets distributeur et propriétaire du réseau. Pour le producteur-fournisseur, quelque part, il rentre, mais je dirais que notre ami Denji pourra plus en parler que moi, il va rentrer dans son merit order. C'est-à-dire, est-ce que je produis je dirais, avec de l'intermittence et du stock, ou est-ce que je produis de la flexibilité chez mes consommateurs, puisque la flexibilité devient une valeur. Arrêter une consommation à la même valeur pour le réseau que de lancer une production. Voilà. Donc, je vais rentrer dans une logique beaucoup plus fine de merit order entre une production centralisée, des productions décentralisées, de la flexibilité sur mes consommateurs, sur mes clients, voilà, avec une logique économique, bien sûr, de tractale. Donc, est-ce que cette flexibilité, je la transforme en capital sous forme de stockage, ou est-ce que je le fais en manipulant entre guillemets, les capacités de déplacer des consommations chez mes industriels ou chez mes consommateurs résidentiels. Voilà. Et donc, c'est au contraire pour les producteurs-fournisseurs une gigantesque opportunité. De la même chose, pour cette fois la utility au sens distributeur, elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer puisqu'elle est transporteur de cette énergie. D'accord ? Elle peut être transporteur des données. Elle peut être le garant, entre guillemets, des flux de données, des flux d'informations qui circulent. Et puis, elle a un rôle à jouer aussi, c'est que cette flexibilité, cette production locale, permet aussi, quelque part, de contingenter, de maîtriser, de prendre son destin en main sur les investissements, le renforcement, la stabilité du réseau localement. Donc, pour ce qu'on appelle les utilities locales, pour ceux qui vont travailler sur ces poches d'énergie, il y a aussi opportunité. Il n'y a pas que menace. Mais ceci dit, un verre qui est à moitié plein, qui est à moitié vide, c'est une menace ou c'est une opportunité. D'où on regarde. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que en fonction des différents pays, en différentes régulations, ces phénomènes vont plus ou moins rapidement. Dans certains pays, ce que je raconte sont déjà des réalités. Et on est déjà dans le peer-to-peer des électrons, dans la mutualisation du stockage pour les surplus de production photovoltaïque résidentielle, pour la stabilité dans les systèmes iliens. Voilà. Donc c'est pas que du rêve, que de la projection. C'est dans certaines zones géographiques, c'est déjà une réalité. Et la vitesse avec laquelle ces éléments vont évoluer dans le monde dépend, je dirais, de l'historique, de la stabilité, du besoin de résilience, du système régulatoire, qui est un formidable outil pour manager la vitesse à laquelle on évolue. J'étais avant-hier à Paris avec Nicolas et quelques autres sur Smart Energy, et il y avait le témoignage d'un groupe d'acteurs de Brooklyn, à côté de New York, qui ont mis en place un microgrid avec un système de blockchain, donc un système de financiarisation des échanges et de sécurisation des échanges financiers plutôt, avec leur production solaire et une communauté, parce que, comme le disait Noureddine, il y a des gros problèmes d'approvisionnement et de fiabilité, ils ont décidé d'investir et de mettre en place leur système. Alors on a une logique communautaire avec Enercop, Julien Robillard. On a entendu que cette mise en place de Enernet, Internet de l'énergie, et cette transition énergétique, elle se fait avec les citoyens, qu'on appelle ici des consommateurs ou des prosumers. Quelle place ils prennent, en fait, selon vous, et comment va changer le rapport entre ces consommateurs et les acteurs du système énergétique traditionnel ?
Alors, la place qu'ils prennent, elle va devenir de plus en plus grande. Et quel est le rapport ? Le rapport, quels changements ça va faire ? Des changements énormes. Je me disais tout de suite, en prenant une petite note et puis en réfléchissant à ce qui se disait, la grande victoire jusqu'à présent du système électrique, enfin, en parlant que de l'électricité, c'est le fait que, globalement, le consommateur se pose aucune question. Et que c'est le royaume du foisonnement et de la statistique. La statistique va continuer à exister, le foisonnement va continuer à exister, mais en tout cas, on aura des interactions beaucoup plus précises, beaucoup plus unitaires. Et je me disais, une autre réflexion, c'était que finalement la transition énergétique, c'est quoi ? C'est pas forcément un problème technique, c'est un problème culturel. Et quand on tape à la culture, on tape les gens. Et donc on peut pas faire sans eux, on doit les aider on doit les aider. On doit définir avec eux le projet de société globale qui nous semble intéressant pour tout le monde, dans lequel tout le monde adhère, et puis après construire les solutions pour atteindre cette vision. Alors c'est un peu nous ce qu'on a essayé de faire côté chez Enercop. Alors Enercop, je pense que pas grand monde connaît, mais c'est une coopérative qui a 10 ans, c'est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable, qui a pris donc le pari de se mettre dans cette société, en tout cas que nous désirions, et de construire autour de ça une communauté, des moyens, et en adhésion complète avec ce projet. Donc pour nous, l'énergie, c'est pas un produit froid, glacial, une utilité, c'est quelque chose de très chaud, très social, avec lequel il y a c'est un moyen de communication entre les gens et de définition d'un projet commun. Donc l'approche, rien que ça change énormément de choses. Après, où est-ce qu'on peut mettre du citoyen là-dedans ? Finalement, l'approche, elle se transforme parce qu'on pense plus que la personne est un point de charge dans lequel on va écouler des électrons qui va consommer de façon neutre. Non, ça veut dire on va commencer à penser usage, à penser capacitation, à penser communauté, effet de groupe, etc., etc. Et du coup, l'implication, on la retrouve dans énormément de leviers. Si on prend des petits éléments, sur le développement des renouvelables, typiquement, on a beaucoup d'effets de NIMBY, d'opposition du fait de certaines populations. Clairement, la participation, NIMBY, c'est not in my backyard, c'est le fait qu'on veut une éolienne mais pas à côté de chez soi, etc. Bon, il y a des phénomènes des organisations structurées, mais pas forcément complètement représentatives sur ces éléments-là, mais qui ont du poids. Donc pour faciliter l'acceptation, globalement, la participation dans l'investissement, dans la gestion et le partage des bénéfices des renouvelables est un élément essentiel. Globalement, là où les énergies renouvelables se développent fortement, il y a une implication à chaque fois des populations. Le Danemark, l'Allemagne, la Hollande sont des pays dans lesquels les coopératives sont énormément développées. Je prends l'exemple de l'Allemagne, c'est 50% des énergies renouvelables qui appartiennent à des coopératives, 60 dans l'électricité, 75% dans le biométhane. Donc, c'est des dynamiques qui sont importantes. Enercop s'est positionné sur la structuration de ces dynamiques pour soutenir d'abord le développement des renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Alors, tout n'est pas forcément bien construit chez nous, mais ce sont deux objectifs importants. Et du coup, ça nous permet, nous, d'impliquer finalement notre communauté dans l'investissement dans des moyens de production, dans le montage des projets, dans l'accompagnement des développements, dans le financement. C'est les commerciales de notre offre, ce sont les commerciaux de notre offre, ce sont les cautions de notre projet. Ils interviennent aussi dans la construction des offres de maîtrise de l'énergie, dans les interactions. Il y a des logiques communautaires qui apparaissent à tous les niveaux, en fait. Et du coup, à partir de là, moi je dirais que, on l'a entendu, notamment avec la logique Brooklyn, il y a des aspects communautaires qui sortent. Aujourd'hui, un peu dans la mouvance des évolutions des services dans l'Internet, l'aspect communautaire devient quelque chose d'important. Ce qui ne veut pas dire communautarisme, ça veut dire que c'est le foisonnement des initiatives qui se regroupent dans un projet collectif qui fait que finalement on arrive à faire des choses qui créent de la valeur. Donc l'individu est au centre de la valeur. Alors on entend qu'il y a plusieurs pistes qui s'ouvrent, de rupture technologique, organisationnelle, identitaire ou culturelle. Ça fait un challenge quand même important. Jean-Paul Reich, une question. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour aller plus loin, en fait ? On voit ce monde qui émerge, mais on n'y est pas encore, peut-être par petites poches. Pour un grand opérateur comme Engie, qu'est-ce que vous préparez ? Est-ce qu'il y a des idées, des expérimentations et comment vous essayez d'accompagner ou pas cette transition ?
Oui, alors la question qui vient d'être posée, je souhaitais d'ailleurs répondre finalement à la question précédente sur quelles conséquences pour les grandes utilities de la transition énergétique. En fait, il faut clairement avoir en tête que des grandes organisations, alors des fois un petit peu d'inertie au démarrage, mais à partir du moment où, comme je le disais, la valeur sur une chaîne de valeur se déplace, ces grandes organisations vont se déplacer. Alors, en fait, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne vont pas se déplacer, et là, l'issue, on la connaît, elles vont mourir, elles vont disparaître. Il y a des acteurs en Europe qui vont disparaître, c'est clair. Et puis, il y a ceux qui sont en train de se transformer, qui vont, alors peut-être des fois un petit peu, avec un peu de retard, mais avec toute la puissance de ces grandes organisations. Et quand un groupe comme de la taille d'Engie, ou des groupes de taille équivalente, décident de se déplacer, accélèrent leur mouvement, ce n'est pas anodin sur l'écosystème. C'est d'ailleurs pour les acteurs en place qui démarrer un peu plus vite, des fois une opportunité, mais aussi une menace. C'est clair que quand un groupe comme Engie décide, et bon, ça, je ne travaille pas de secret, ça a été publié dans la presse il y a à peu près 8 ou 9 mois, d'arrêter tout investissement dans le charbon, vend 80% de ses centrales gaz dans l'Amérique du Nord et investit massivement dans les énergies renouvelables, rachète Solar Direct, c'est pas anodin. Quand un groupe comme Engie décide, même si c'est pas encore très visible, mais bon, d'investir dans l'hydrogène parce que nous sommes convaincus que l'électricité et l'hydrogène seront les grands vecteurs de la transition énergétique, c'est pas non plus anodin. Tout ça, et aujourd'hui, pour un groupe comme Engie, il ne vous est pas échappé qu'il y avait eu quand même des changements à la tête du groupe après l'Assemblée générale du 3 mai. En fait, la route était tracée. Simplement, ce que ça va changer, c'est qu'on va aller, et d'ailleurs, c'est ce que disait Didier Holleaux, il y a le 11 mai, dans une conférence devant le groupe Énergie ParisTech, on va simplement aller plus vite. On va tout accélérer. Rotation d'actifs, etc. On ne fait pas ça en un claquement de doigts, parce que bon, quand on joue avec 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on ne fait pas ça. Puis quand on est entre deux mondes, un monde ancien qui commence finalement, un modèle ancien qui est sur le déclin, qui ne perd pas encore d'argent, mais qui va en perdre, alors que le monde nouveau n'en gagne pas encore et qu'on est au milieu du gué, les décisions ne sont pas faciles. C'est ce que je disais, puisque bon, dans mes activités, j'avais créé le club stockage énergie de la T2E, qui aujourd'hui fédère une quarantaine de sociétés, où on réfléchit à ces problèmes de flexibilité et de stockage. Et dans un colloque du stockage, je disais au patron de la DG6, c'est que nous sommes au milieu du gué, entre deux mondes. Mais le gué est profond. Et au milieu de ce gué, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas y rester parce qu'on va se noyer. Et là, on entend des voix. Il y a ceux qui sont restés sur l'ancien monde et qui nous disent ne restez pas là, rebroussez chemin. Et il y a ceux qui ont commencé à franchir le gué et qui nous disent ne restez pas là, traversez vite. Mais c'est quand même difficile. Donc, est-ce que je retourne vers le monde ancien qui va perdre, ou est-ce que je vais mais si j'arrive trop tôt, je vais peut-être pas survivre non plus, parce que la logistique n'est pas là, quoi. Donc, c'est des décisions extrêmement difficiles. Mais simplement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à partir du moment où le système se met en place, à partir du moment où la prise de conscience est là, que la valeur se déplace, des groupes comme Engie, mais il y en a d'autres, vont se déplacer pour se déplacer sur les nouvelles éléments. Et nous devons choisir, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, sur quel maillon de la valeur on va occuper. La force aussi d'un groupe, je dirais, comme Engie, c'est que quand on regarde, c'est une fantastique mosaïque, avec ses avantages et inconvénients, de PME, voire même de start-up. C'est même qui fonctionne d'ailleurs avec un certain désordre. Mais là, je ne retrouvais pas son nom, mais je pourrais vous renvoyer à des travaux d'un chercheur du MIT qui a repris des travaux qui avaient commencé par Shell et qui s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'une grande organisation dure. Mais dure, c'est 1 siècle, 1 siècle et demi, 2 siècles. Et les conclusions sont très décapantes parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'une organisation qui dure, c'est une organisation qui a été tolérante au regard de son désordre interne. Parce que le désordre est un facteur d'adaptation dans un monde qui change vite, très vite. Très bien. On va avoir du temps pour des questions-réponses avec la salle. Donc il y a des micros qui vont circuler. Est-ce qu'il y a une première question qui voudrait se formuler et émerger ? Est-ce qu'il y a des gens d'EDF qui auraient des questions aussi pour voir un peu les politiques d'EDF qui vont être chahutées ? Alors j'en ai une devant. Il y a un micro. Alors c'est monsieur d'EDF, je crois en plus.
Bonjour à tous. Alexandre Robin pour EDF. J'organise en ce moment le concours Pulse, Rhône-Alpes-Auvergne, l'énergie intelligente. Est-ce que vous pensez que des concours d'innovation et d'entrepreneuriat puissent faire émerger des solutions de l'Ethernet ? Très bien, merci. Donc Enernet, est-ce que c'est bon pour les startups ? Nicolas Bardy, par exemple ? Écoutez, oui, les concours, c'est toujours sympa, surtout quand on les gagne. Tu as gagné un concours ? On en a gagné, oui. On en a perdu aussi. Enfin, c'est la vie de toutes les startups. Ça demande quand même pas mal de temps. Et voilà, les niveaux de soutien ou de rémunération sont quand même pas forcément décisifs par rapport au fait de partir d'une idée, d'industrialiser un produit, de le mettre sur le terrain, de le qualifier, voilà. Donc c'est vrai que l'écosystème aujourd'hui, et ça c'est peut-être un point qu'on n'a pas souligné dans le jeu des acteurs, il est extrêmement important et il s'est modifié de manière très favorable. Les interactions entre les startups, les grands groupes, les collectivités locales avec les pôles de compétitivité, les organismes de recherche, etc., sont quand même très fluides. Et ça aide à apporter des nouveaux concepts. Les concours donnent un peu d'air, permettent de communiquer sur les solutions. Après, voilà, 1 euro d'un client, c'est quand même ça le plus important et c'est ça qui fait avancer la machine. Donc le challenge aujourd'hui, je pense, c'est, je vais le dire de manière peut-être un peu brutale, d'arrêter de réfléchir et d'expérimenter. Sur tous ces sujets-là, on a besoin de mettre en place des systèmes, de voir s'ils vont tenir dans le temps, si on est capable d'inventer les modèles économiques. Parce que le faire en chambre sur papier, ben voilà, il y a toujours 2 experts qui vont dire bah ouais c'est ça qu'il faut faire, puis 3 qui vont dire bah non c'est autrement. Et à un moment donné, si on met pas concrètement sur le terrain des objets, des logiciels, des transferts d'énergie, voilà, ben on va continuer à réfléchir pendant que les autres dans d'autres pays font. Ils font parce qu'ils sont capables d'expérimenter sur des modèles économiques qui sont pas rentables, parce que justement ils vont expérimenter ces nouveaux modèles. Je reprends la question des tarifs de rachat. Ces tarifs de rachat étaient peut-être une très bonne idée, peut-être un mal nécessaire, je sais pas. Mais je reprends la métaphore jardinière de mon voisin. Moi, j'aime beaucoup ça et je fais mon potager. Je la mange. Non, mais les tarifs de rachat du solaire, c'est exactement ça. Vous faites pousser vos salades. Et toutes les semaines, vous êtes obligé d'aller à Intermarché ou un de leurs concurrents pour revendre vos salades à Intermarché à un tarif bonifié et vous rachetez des salades moins chères, vous n'êtes pas complètement sûr que c'est les mêmes, pour les ramener chez vous. Mais sauf qu'il n'y a pas de tarif, on ne ferait pas pousser ces salades parce que ça coûtait aussi un peu plus cher au début. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un mal nécessaire, etc. Mais on voit bien que c'est quand même pas un système à la fois durable et quand on pense... Moi, je suis persuadé que la transition énergétique, c'est une révolution, et que ces 2 moteurs sont d'une part la technologie qui rend possible finalement des changements, mais c'est avant tout un changement culturel qui fait que les gens veulent, comme disait mon voisin, prendre la maîtrise, prendre le pouvoir sur leur capacité d'action, de maîtriser leur destin sur l'énergie. Donc c'est avant tout un problème social. Et le problème social, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions qui répondent aux envies des gens. Les envies des gens, c'est être effectivement, si je produis chez moi du renouvelable, c'est de l'utiliser. Donc d'avoir des cadres économiques qui vont rendre ça favorable, avec notamment des systèmes de stockage. C'est pas d'investir sur des technologies pour aller faire du trading. Je pense pas que la motivation des citoyens dans les énergies renouvelables, c'est d'investir pour aller faire du trading. C'est des modèles économiques qui marchent sur des entreprises. Mais c'est pas de ça que les gens ont envie dans la transition énergétique. La rationalité économique, elle sortira peut-être aussi avec la taxe carbone, qui va rendre plus compétitives certaines énergies renouvelables, comparatives à des énergies carbonées aussi. On verra une autre rationalité qui est pas seulement liée peut-être à la motivation intrinsèque, mais aussi à une rationalité économique qui manque aujourd'hui pour faire émerger peut-être ces marchés. C'est tout le sujet des infrastructures, qu'elles soient infrastructures économiques ou infrastructures techniques. On a une infrastructure technique très centralisée. Maintenant, il faut voir comment on trouve des moyens d'investir dans les infrastructures décentralisées. Les tarifs de rachat étaient un modèle.
Sur le stockage, il faut voir comment justement on crée en place des modèles qui permettent de faire cet investissement local. Et puis après, il y a l'infrastructure effectivement économique qui est d'avoir un pricing des externalités négatives qu'on n'a pas objectivement aujourd'hui. Alors juste un dernier point. Je ne voudrais pas monopoliser Oui. la parole, mais je voudrais quand même réagir sur cette question des concours, des hackathons. Dans les grandes entreprises, on appelle ça des brainstorming. En général, si on ne prend pas certaines précautions, ça n'aboutit à rien. Et pourquoi dans les grandes entreprises ça n'aboutit à rien? Parce que vous avez un problème, la première chose que vous faites, vous faites un brainstorming. Vous prenez les gens, vous les mettez dans une salle, vous les réunissez pendant 3 heures et à la fin, ils réinventent le monde qui existe déjà. Il ne se passe rien. Et là, je vous invite, si vous avez l'occasion de le faire, de discuter avec les équipes de l'École des Mines, Blanchet-Grestin, Armand Etchouel, etc. C'est que si vous voulez que les gens regardent le monde autrement, apportent des solutions originales, commencez par les déplacer, offrez-leur la possibilité et même imposez-leur de regarder le monde autrement depuis une autre colline, etc. Et si vous ne leur apportez pas la capacité des connaissances nouvelles, une capacité à voir d'autres choses, et puis après de jouer avec ces idées pour se transposer dans leur monde, en général, quand vous partez de la même matière, vous réinventez le monde qui existe déjà. Et ça aboutit à pas grand-chose. Alors dans les choses qui sont positives du concours énergie intelligente, c'est des startups qui ont été lauréats qui sont dans la vitrine, Blade Tips, Be Bright ou par le passé Steamergy. Donc on a quand même des côtés positifs des concours. Merci Olivier, et merci Monsieur Reich, bien qu'on soit concurrent quelque part. Gilles Serrardi, EDF. Noureddin, on se connaît bien. Effectivement, nous avons fait ce constat-là aussi, et le challenge qu'on propose aux PME, aux startups depuis 5 ans, qui s'appelle aujourd'hui EDF Pulse Rhône-Alpes Auvergne, a cette particularité-là de proposer aux lauréats un accélérateur d'accès au marché en mettant leurs solutions chez des clients. C'est la seule et unique récompense de ce concours-là. Il n'y a pas de chèque, il y a une mise en visibilité. Donc venez nous voir, on est là avec vous toute la journée, on vous expliquera ça en détail pour ceux qui veulent concourir cette année. Et je dirais même au-delà que mettre ces solutions-là près des clients, avec certains d'entre elles, une fois qu'on s'est forgé cette conviction de la pertinence de leurs solutions, nous sommes en train de construire des business models communs pour développer leurs solutions à grande échelle. Voilà, merci, à tout à l'heure. Merci. Il y avait une question ici. Je vous laisse vous présenter. Jean-Louis Brunet, donc, chef d'entreprise dans l'énergie, avec je crois Synergie, dans la performance énergétique. Je voudrais prolonger la question sur cette révolution systémique dans laquelle il y a ces 3 dimensions. La dimension qui est aujourd'hui représentée par le monde de l'énergie, et puis les 2 autres dimensions qui ne sont pas représentées ici, la dimension du numérique, qui est néanmoins très présente à Grenoble, et puis la 3e dimension qui est probablement la plus importante, la dimension humaine et sociétale. À vous qui êtes l'un des maillons de ce système, comment imaginez-vous réussir cette transition dans un environnement où la pratique naturelle de notre pays, ça n'est pas nécessairement de collaborer simplement et de se parler simplement entre acteurs de systèmes différents. Donc la question c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que le numérique... Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ça avance ? D'accord. À qui vous vous adressez en particulier ? Je dirais, Olivier a dit tout à l'heure que d'autres pays étaient beaucoup plus avancés. Qu'est-ce que ça lui fait que ce soit pas nous soyons mieux du guet ? Merci. Je vais commencer. Le comportement individualiste, autonomiste, indépendantiste, voilà, et de notre pays est un particularisme par rapport à l'ensemble du monde. Il y a une nécessité économique de collaboration. Il n'y a plus, entre guillemets, de notion de possibilité de détenir, entre guillemets, le pouvoir, la connaissance, l'information pour piloter. On a pendant très longtemps, et on sort d'un monde dans lequel on pensait que la détention de l'information était le pouvoir. Mais non, le pouvoir est dans la capacité à l'interpréter, pas dans la détention. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça continuent, entre guillemets, à se stocker sa donnée en disant non, c'est de la donnée confidentielle, ne rigole pas. Voilà. Bon, mais ça va bouger. Comme le disait mon ami Nenji, de toute façon, il y a des gens qui vont bouger, qui vont s'adapter, qui vont
profiter de leur désordre, entre guillemets, pour avancer, et puis d'autres qui vont se figer, se scléroser, etc. Et je ne fais pas de politique, hein, ça n'a rien à voir cette fois avec l'opportunisme, je dirais, d'actualité. Voilà. En ce qui concerne maintenant le comportement du consommateur, du prosumeur, comme on disait, hein, que le consommateur étant une mauvaise traduction, parce que c'est je produis et je consomme. Voilà. Donc là, on rentre dans un monde dans lequel on est sur une sorte de schizophrénie. Le premier, c'est l'énergie est un moyen, c'est pas un besoin. Mon besoin, c'est de me chauffer, de me déplacer, etc. C'est un moyen, donc ça n'est pas impliquant, donc ça n'est pas impactant. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est que ça n'obère pas trop mon pouvoir d'achat. Et à côté de ça, il y a maintenant, entre guillemets, une envie, un engouement, une volonté, une pression sociale, médiatique, etc., sur je m'intéresse à l'énergie. Pas à ma facture, à l'énergie. Et du coup, cette schizophrénie se traduit par de l'initiative, par de la communauté, par de la tribalité, je dirais, par le fait que j'investis dans un panneau photovoltaïque, dans un truc, j'ai pas calculé le ROI, hein, je m'en fous, voilà, c'est comme quand c'est ce que je voulais raconter à mon voisin, là, je ne sais pas combien elle coûte ma salade, et je m'en fous. C'est parce que je participe à un mouvement qui est social, c'est logique de le faire, j'ai pas le droit de pas le faire. Voilà, donc on va pouvoir jouer sur ces comportements qui sont liés de nouvelles envies, de nouvelles volontés, de nouveaux paradigmes comportementaux. C'est des nouveaux bénéfices. C'est pas qu'un bénéfice économique, c'est des bénéfices sociaux, relationnels. Oui, enfin ceux qui me connaissent disent que un des principaux bénéfices entre guillemets d'investir très 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 fortement dans le management de l'énergie dans sa maison, c'est de pouvoir raconter ça le samedi soir aux copains en bouffant des olives, quoi. Voilà. Et ben ce bénéfice-là, comment vous le monétisez pas? Bon, c'est une caricature, on est bien d'accord que c'est une caricature, que derrière il y a toujours la rationalité économique, mais cette rationalité économique, encore une fois, l'important c'est que ça n'obère pas mon pouvoir d'achat. Voilà. Donc je veux pouvoir profiter, je veux pouvoir en faire profiter, je veux pouvoir partager, je veux pouvoir jouer sur l'effet d'aubaine de tiens, ça me fait gagner quelques euros à droite à gauche, hein, mais c'est pas des quantités. Donc on peut jouer sur ces éléments-là. Les éléments ludiques, les éléments sociaux, les éléments sociétaux sont des comportements sur lesquels nous, professionnels, qu'on peut utiliser, je dirais, pour satisfaire nos besoins de stabilité de réseau, d'utilisation de flexibilité, de maîtrise de la demande. Derrière, après, les professionnels, bien sûr, ont un comportement beaucoup plus rationnel, d'accord, et on mettra le CAPEX, l'OPEX, le ROI, etc. D'accord, et si le partage de l'information a une valeur, eh ben, elle se monétisera. Julien, complément, et Noureddine, vas-y, et Julien après. Je voulais simplement apporter un témoignage du terrain qui est intéressant dans le cadre de démonstrateurs Greenpeace qui associe en fait Grenoble et Lyon dans le domaine des réseaux intelligents et surtout dans l'implication du consommateur. Donc il y a un panel de consommateurs, de vrais consommateurs. Tu étais, je crois, aussi un des consommateurs. C'est pas toi. Bon. Et donc il y a un groupe sociologique pour voir justement comment ils réagissaient à toutes ces nouveautés, le numérique, tout ça. Et donc il y a eu un travail sociologique extrêmement intéressant qui aboutit en fait que les comportements sont différents d'un consommateur à un autre. Il y a eu 4 catégories. Donc il y a eu 4 catégories qui ont des intérêts différents, on va dire. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les consommateurs technologues. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est justement, ils sont très friands de nouvelles technologies, ils veulent avoir le smartphone qui contrôle l'énergie, et donc ils sont friands, et donc ils accompagnent, ils sont complètement impliqués dans ce processus. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les économes. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement que ça lui coûte moins d'argent. Est-ce que effectivement ce processus, ça lui permet de gagner du pouvoir d'achat, d'autres choses. Donc, puis la troisième catégorie, c'est les gens qui sont plutôt intéressés par des questions environnementales, tout simplement. Donc, dès lors qu'il y a une création de valeur environnementale, à ce moment-là, ils s'impliquent et ils adoptent finalement ces changements-là. Ils acceptent les changements qui peuvent être induits par ces transformations. Et puis la quatrième catégorie, les énergiephiles. Voilà, ceux qui jouent avec les chiffres parce que ils sont impliqués dans ce que c'est kilowattheure, le kilowatt, etc. Donc ils jouent effectivement avec tous ces chiffres-là. Et c'était très intéressant de voir que finalement, c'est pas évident de dire voilà la solution
solution, elle est universelle pour tout le monde. Donc ça, il est très important finalement de se dire vers qui on s'adresse et quelle est la catégorie qui permettrait justement d'accompagner ce changement ou tout simplement de souscrire au changement. Julien Robillard, les clients chez Enercop, ils sont plutôt techno, économes, écologistes ou énergiphiles? Alors ça se diversifie à la fois. Au début, c'est quand même plus écolo, c'est des tendances, enfin écolo et social, hein, c'est les deux tendances qui ont fait émerger le système. Maintenant, ça s'élargit assez largement. On a un peu tout public. Hein. Voilà. En tout cas, si on les faisait voter, ça serait pas que du vert, il y aurait un peu de tout, quoi. Mais ça a surtout vocation à s'élargir de plus en plus. Et moi, je me disais, par rapport aux réflexions qu'on a eues, je pose quelques constats. La légitimité des fournisseurs par rapport à la transition énergétique. Dans la loi de transition énergétique, l'objectif, c'est 2050, on divise par 2 la consommation. Et ce qui fracasse le modèle économique des fournisseurs. Des GRD peut-être moins, parce qu'on trouvera toujours les moyens de les financer, mais ceux qui vendent qui vendent l'énergie, alors qu'ils étaient en monopole sur la production, ils perdent le monopole sur la production, en plus on leur demande d'en vendre moins, donc ils sont déstabilisés sur le métier de fournisseur et sur le métier de production. Donc là, il y a une menace majeure. Ce que tu dis, c'est que la transition énergétique va obliger à changer de modèle, passer des volumes vers de la valeur. Toute chose égale par ailleurs, ça serait la mort des fournisseurs. Donc ça doit changer fortement et trouver comment est-ce qu'on rééquilibre le modèle économique, comment ça se réajuste et comment les structures sont agiles pour se positionner. Et par ailleurs, ça pose que dans le monde aujourd'hui, actuellement, quand on démarre maintenant, quelle est la légitimité d'un fournisseur à réduire la consommation de ses clients? Alors, Enercop arrive à jouer sur ça, c'est une question de statut, mais ça s'applique pas à tout le monde. Dans Enercop, comment on résout ça? C'est objectif, but non lucratif, avec dans les statuts inscrit développement des renouvelables et réduction de la consommation de ses clients. Et plus une transparence totale et une participation de l'écosystème dans la construction des offres, etc. Ça marche pas comme ça pour les fournisseurs. La difficulté des fournisseurs, c'est de constituer une communauté. Quand on fait des hackathons, etc., qui c'est qui vient? C'est des technologues, c'est des gens des boîtes, c'est des gens qui veulent créer une boîte. Mais c'est pas le marché qui vient, c'est pas les gens qui viennent dire on a besoin de ça, créez-nous et faites la solution et du coup on l'achètera tout de suite. Donc c'est des coûts un peu d'épée dans l'eau, dans un système réglementaire qui est hyper verrouillé, avec des barrières à l'entrée énormes dans tous les sens. Donc c'est les hackathons, ça aboutit pas parce que globalement, la seule chose à laquelle ça peut aboutir, c'est des créations de structures qui sont rachetées par les gros et puis c'est fini. Donc ça, c'est certes un processus d'innovation externalisé pour les grosses structures, mais c'est pas un système qui permet de faire émerger de nouveaux projets avec une vraie vocation de société. Donc Enercop, pourquoi ça survit? Parce que c'est collé sur une communauté qui, contre vent et marée, soutient le projet parce que ça correspond à une vision. Alors dans ça, je mets un bémol, c'est l'apparition quand même de la logique territoriale qui est quand même énorme, qui a un vrai changement. On veut dire en 10 ans, le positionnement des territoires, des collectivités à tout niveau confondu a vraiment été l'objet d'une révolution. Alors ils n'ont pas encore complètement tout assimilé dans leurs nouveaux métiers, dans leurs nouvelles prérogatives. On voit typiquement la constitution de la métropole sur Grenoble, le fait qu'ils gèrent les réseaux, etc. Ils l'ont depuis le 1er janvier. Bon. Du coup, il y a 2 dynamiques. Une rurale, les territoires énergie positive, qui sont des territoires qui c'est pas l'aspect écolo ou quoi que ce soit qui font qu'ils se développent. Ils se disent on a un problème de positionnement, on veut régénérer notre territoire et on le fait autour de la transition énergétique. Donc il y a d'ailleurs une volonté fondamentale qui change toute la façon d'aborder les questions. Et là on a une problématique à laquelle les solutions technologiques et autres répondent. Et après il y a la question des positionnements de l'urbain dedans qui est un peu plus compliquée parce que ils sont déjà bien positionnés économiquement. Par contre, il y a des logiques type Smart City et autres qui vont s'apparaître, des dynamiques d'innovation, de pôle, typiquement le pôle grenoblois, la logique qu'on voit, qui sont un petit peu différentes en disant on a moins le problème de se recentrer, par contre on veut quand même rester à la pointe de tout ce qui se fait et dans ce cas-là on doit constituer potentiellement on peut participer à l'animation, à la constitution de communautés autour de ce projet et à l'animation de l'écosystème pour qu'on fasse qu'on soit des laboratoires qui puissent après se développer. Une logique de laboratoire en process d'expérimentation. Grenoble pourrait très bien être un superbe laboratoire. Court commentaire avant la question de monsieur. Oui, très court. Je voudrais faire le lien entre la question qui a été posée sur comment on fait pour mettre ensemble tous les acteurs des catégories différentes, et puis un autre aspect qui a été évoqué sur les changements de business model. Notamment cette idée qu'on va consommer de moins en moins de kilowattheures, ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi sur le fait que l'énergie c'est un moyen, c'est pas une fin. Et en fait, on peut rejoindre ces 2 aspects. Nous, à titre d'exemple, on vend notre système aujourd'hui, notre pricing, c'est pas des euros par kilowatt ou des euros par kilowattheure, c'est des euros par mètre carré. On s'adresse aux acteurs du bâtiment. Combien vous êtes prêt à payer pour un bâtiment de tant de mètres carrés pour avoir un bâtiment responsable? Donc des euros par mètre carré, c'est un arbitrage finalement entre je mets plus d'isolation dans mon bâtiment, je mets plus d'intelligence et de software pour m'effacer,
je suis prêt à faire plus de sacrifices entre guillemets avec des bâtiments tenus à une température plus froide ou je ne sais quoi pour arriver à maîtriser mon autonomie énergétique, ou j'investis dans un système de stockage. Donc il y a une vraie logique aujourd'hui sur le service, sur finalement la vraie valeur qui est attendue par les gens, qui n'est pas de l'euro par kilowatt ou de l'euro par kilowattheure, qui est un certain nombre soit d'investissements, soit d'abonnements mensuels pour avoir une qualité de vie, pour avoir son accès à l'énergie. Et là, il y a tout à réinventer, et je pense que c'est une façon justement de faire dialoguer et d'optimiser sur l'ensemble des éléments techniques, organisationnels, logiciels qui permettent de faire ces solutions. C'est ça le challenge de faire émerger ces business models. En Je deux mots, je voudrais réagir sur deux sujets. Premier sujet, sur l'idée qu'on va consommer de moins en moins d'énergie. En fait, c'est une idée qui est une illusion. Dans un monde en croissance, dans un monde où la population croît, dans un monde où la qualité de vie va croître, parce que c'est normal, c'est légitime, on va consommer de plus en plus d'énergie. En fait, je vais terminer. En fait, il y a deux étapes. Il y a une première phase qui est une illusion, mais qui est une réalité, mais en fait qui ne doit pas nous cacher cette réalité de la croissance de la consommation d'énergie. C'est que dans une première étape, on va la gaspiller de moins en moins. Et comme on part d'une situation extrêmement dramatique où on gaspille énormément de choses, d'ailleurs pas uniquement dans l'énergie, dans la nourriture, etc. Donc cette phase d'économie du gaspillage, de réduction du gaspillage, va nous donner l'illusion qu'on va consommer de moins en moins d'énergie. Mais quand on va avoir résolu ce problème, enfin, j'ai des fois du mal à y croire, mais bon, j'y crois volontairement une fois qu'on aura résolu ce problème, qu'on aura éliminé le gaspillage, on va redevenir sur une tendance complètement croissante et de manière permanente croissante. Et ça, c'est inéluctable. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est l'histoire du numérique. Aujourd'hui, en fait, il y a une espèce de frénésie quasi historique, d'ailleurs, dont on n'est pas complètement sorti, sur l'idée que le numérique, c'est la science suprême qui va régenter le monde. Non, mais c'est un peu ça. Mais en fait, c'est un peu comme les technos, quoi. D'abord, la techno, on la développe pour résoudre un problème. Puis d'un seul coup, on s'aperçoit, en détournant d'ailleurs cette techno de sa destination, qu'on peut faire plein d'autres choses. Le numérique, c'est un peu pareil, ça crée un immense espace de créativité inexploré. Vous avez certainement dans cette salle des enfants qui peuvent avoir une vingtaine d'années, ils ne peuvent pas imaginer qu'on ait pu vivre dans un monde sans Internet. Je pense que dans 20 ans, on ne pourra même plus imaginer qu'on ait vécu dans un monde massivement numérique. Ça sera tout simplement l'espace normal de développement, de créativité, etc. Là, on est dans cette phase un petit peu frénétique, mais c'est la vie normale. Ça va devenir normal. Ça va retrouver sa place, dont finalement c'est une brique essentielle, indispensable, normale du monde du demain. Merci. Une question. On va passer à la question et on réagit après. Juste un témoignage d'une seconde pour compléter ce que vient de me dire monsieur issu de Greenlease. 100% des gens qui ont participé à Greenlease nous ont dit « je veux bien être flexible, je veux bien être effacé, je veux bien, entre guillemets, je veux bien réduire, mais quand j'ai besoin, quand j'ai froid, je chauffe. Quand je veux faire chauffer le biberon de bébé, je fais chauffer le biberon de bébé. » Donc les effacements, c'est un confort garanti. Et donc l'enjeu est bien dans la réduction des gaspillages et pas dans la réduction des consommations. Ni des libertés. Attends, je suis désolé. Non, sinon on va pas avoir de questions. Il y avait un échange avec la salle. Et puis, monsieur, vous posez votre question et après on rebondit. Ah ouais, c'est bien, mais avec la salle. Monsieur, je vais vous présenter, poser votre question. Pas de problème, c'est tellement passionnant ce que vous nous dites que ça me pose aucun problème d'attendre encore un peu. Cela dit, je me présente, je suis Philippe Malin, je suis conseiller scientifique, innovation et usage à IDEAS Laboratory. J'ai beaucoup travaillé avec Schneider dans l'époque de ma période quotique avec Claude Matinal en particulier, donc vous me connaissez sans doute, un certain nombre d'entre vous. En vous écoutant, je suis fasciné par la qualité de compréhension que vous avez développée par rapport à la dynamique qui est en train de se produire là-dessus. Il y a juste des petites choses que je voudrais vous rappeler concernant les utilisateurs. Puisque ma méthode, c'est la conception assistée par l'usage pour les technologies, l'innovation et le changement que j'ai mise au point dans les années 90. Donc, on vous laisse formuler une question, s'il vous plaît.
C'est juste une question. Ben, la question, elle est simple, c'est est-ce que vous pensez que les makers, le phénomène dont vous parlez ces consommateurs qui se développent de plus en plus aujourd'hui, c'est une question qui me préoccupe énormément, pour moi, parce que ce que je constate du côté de l'utilisateur, ce que j'appelle pas le consommateur, mais l'utilisateur d'une nouvelle technologie, c'est que, en fait, c'est quelqu'un qui est surtout préoccupé par toutes ces tactiques du quotidien. C'est un tacticien du quotidien. C'est pas un stratège. C'est certainement pas un stratège. Et de les appeler des makers ou de les appeler des consommateurs, comme on est en train de faire aujourd'hui, il y a un petit décalage et un petit problème qui se pose parce qu'on risque d'idéaliser un mouvement qui est un mouvement intéressant, pas inutile, pas idiot du tout, mais ça risque d'orienter les stratèges de la conception que vous êtes en se fascinant sur ces gens-là, en se disant mais ça y est, on a enfin rencontré des stratèges chez les utilisateurs. Alors la question c'est parce qu'il y a un décalage entre... Et du coup, j'ai l'impression que ça vous plaît tellement que faut faire attention, parce que le vrai consommateur, le vrai utilisateur des nouvelles technologies, retenez-le, c'est un tacticien du quotidien. Si vous n'arrivez pas à l'intéresser dans sa quotidienneté, vous passez à côté. Oui. La question, donc reformulée, c'est est-ce qu'il y a un décalage entre la vision top-down et bottom-up, en gros, qui vient des usagers qui seraient plutôt tacticiens que stratèges. Mais moi, je vais même vous reposer une autre question. Aujourd'hui, on regarde le consommateur de toute génération et on essaie de comprendre des tendances très lourdes. Et finalement, est-ce que la tendance n'est pas tout simplement qu'il est aussi consommateur de pratiques de consommation? C'est-à-dire qu'il zappe d'un comportement à un autre comportement. Il devient un consommateur de comportement. Et croire qu'une tendance qu'on a détectée va être durable, en fait, il consomme des comportements comme il consomme des applications sur l'Apple Store. Je suis assez d'accord avec ça. Ça rejoint l'idée de la quotidienneté dont je vous parlais, de la tactique du quotidien. Il faut faire très attention, il faut être attentif à cette quotidienneté en permanence, parce qu'elle évolue tout le temps. Et donc, ce phénomène des makers, il continue, mais il est en train de se développer. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous propose un élément d'interprétation. C'est que les gens investissent dans ce qu'ils ont le moins. Ce que les gens ont le moins dans nos civilisations, dans nos sociétés, ou en tout cas en Europe, c'est du temps. Donc ils deviennent des tacticiens, comme vous le dites, de la maîtrise de leur temps, de l'économie de leur temps. Donc l'illusion de croire que je vais me mettre devant mon smartphone ou mon PC pour regarder, entre guillemets, le prix en temps réel de l'électron pour savoir à quel moment je vais vendre, entre guillemets, mon photovoltaïque, c'est une illusion. On n'a pas le temps. D'accord ? Et donc on confie notre volonté, notre envie à des outils qui le font à notre place. Donc j'investis dans du photovoltaïque et c'est le photovoltaïque qui produit pour moi ma conscience environnementale. J'investis dans un économiseur d'eau et c'est l'économiseur d'eau qui lui, entre guillemets, consacre entre guillemets mon envie de préserver la planète. Voilà. Donc parce que je délègue entre guillemets cet élément-là pour économiser du temps. Et donc, ce que vous appelez votre tactique du quotidien, j'aime bien, j'avais jamais entendu le terme, il me plaît beaucoup. On l'avait traduit en, de toute façon, toute logique technologique qui fait consommer du temps à ces consommateurs résidentiels, etc., est vouée à un échec retentissant. Alors, je recadre un petit peu. Il nous reste 8 minutes. On va essayer de prendre 3-4 autres questions. Je vous laisse vous présenter, poser votre question, des réponses courtes, et on va essayer d'enchaîner sur quelques questions. Mais le débat est passionnant. Nos experts seront là aussi cet après-midi. Merci. Bonjour, donc Christine Fenouille du cabinet Idared. Donc j'ai une question très pragmatique. Là, moi, je redescends au niveau des euros. En fait, il y a peut-être un système pour accélérer le développement de technologies de stockage. C'est en fait les économies d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez tous les distributeurs d'énergie, c'est soit on investit massivement dans le réseau pour pouvoir recevoir l'énergie renouvelable, et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce qu'ils sont obligés de recevoir l'énergie renouvelable, soit justement cette énergie renouvelable on la stocke très localement,
donc avec des technologies comme celles que propose Sylphène. Et là, il y a vraiment, mais c'est aujourd'hui qu'on peut faire Donc votre remarque, c'est de dire, au lieu d'investir dans les réseaux, et donc placer des fonds sur certains investissements, on peut les placer à d'autres endroits. Je vais juste faire une petite remarque, après je passerai la parole à Nicolas. En fait, vous mettez le doigt sur un problème fondamental aujourd'hui qui n'est pas résolu, c'est qui supporte l'investissement, qui capte la valeur et comment on transfère la captation de valeur à celui qui a supporté l'investissement. Et ça, c'est pas résolu. Donc, très clairement, dans les pays en développement où l'investissement doit être fait, il y a un arbitrage qui est fait entre je favorise l'investissement local, je favorise l'investissement centralisé. Aux États-Unis, on voit bien que le modèle qui aujourd'hui rend possible le déploiement des batteries sur les réseaux, c'est un choix de dire je préfère subventionner, aider des acteurs locaux à investir plutôt que d'investir de manière centralisée. Ça correspond aussi à un phénomène politique idéologique de préférer l'initiative locale à, on va dire, l'infrastructure centralisée. En France, c'est un peu plus complexe, mais on est bien face à ce choix-là. Moi, je suis persuadé que si on implique les acteurs, qu'on montre en quoi les systèmes de stockage permettent de passer d'un stade où je produis mon solaire sur mon toit pour me donner bonne conscience, mais finalement je ne l'utilise pas, à un système dans lequel je vais réussir à l'utiliser réellement, il y a des capacités d'investissement qui peuvent être dégagées au niveau local. Quand je parle d'euros du mètre carré sur des systèmes de stockage, c'est bien un arbitrage dans un bâtiment. Est-ce que je vais rajouter une couche de marbre ou est-ce que je vais rajouter un équipement qui va me permettre d'avoir un bâtiment plus autonome ? Je vois pas d'acteur au niveau quotidien qui va accepter de prendre une part dans un pylône ou dans un nouveau transfo pour renforcer le réseau. Donc il y a une opportunité au niveau systémique d'avoir un partage de l'investissement si on le fait à l'échelle locale. Et pour répondre à la question sur les tacticiens du quotidien, si j'ai commencé sur l'idée du passager clandestin, de la sécurité, du réseau, etc., c'est bien que si on accumule des comportements individuels court terme, on va pas y arriver. Et là, je pense que les collectivités locales, les opérateurs locaux d'énergie peuvent avoir une vision justement un peu de stratège, qui est de mettre en place l'infrastructure et le réseau qui va permettre à ce système de liberté, d'autonomie, d'échange, etc., de tenir. Très bien. Une question ici ? Oui. Je vous laisse vous lever et vous présenter. Oui. Laurent Rivolet, GRDF. J'ai une question sur la complémentarité énergétique. Donc Nicolas l'a évoqué avec la technologie Sylphène. Qu'est-ce que vous pensez du biométhane dans le mix énergétique ? Quelle est sa place ? Jean-Paul, sur le stockage de biométhane peut-être ? En tant que gazier ? Biométhane, biométhane, biogaz, aujourd'hui, vous renvoyez à la ressource biomasse. Alors aujourd'hui, clairement, nous sommes présents et très présents puisque sur cette question. Après, c'est une question de quel type d'économie pour la biomasse. Alors, vous avez, on a eu la visite donc de Schweitzer, donc le patron du CGI, sur Gaïa, un gros projet de méthanisation de biomasse qu'on a dans la région de Lyon. On a eu des discussions assez intéressantes. Si la biomasse, ça consiste à transporter à travers la planète des bateaux de pellets de bois tirés du Canada pour les brûler dans des chaudières ou faire de la biocogénération en Europe, honnêtement, on doute. La biomasse, il faut quand même savoir que le grand problème, c'est l'accès. C'est l'accès à la collecte, c'est de trouver une économie globale sur toute sa chaîne. C'est-à-dire que c'est trouver une économie territoriale qui fait que... Vous savez, si dans le camion et dans la machine qui coupe, vous mettiez le biogaz que vous avez produit, il faut que ça reste rentable. Souvent, vous avez beaucoup de chaînes comme ça qui sont rentables parce que le pétrole est pas cher. Bon, enfin, en gros, il y a vraiment il y a des choses un peu compliquées à monter. On croit au biogaz, mais dans une économie qui doit retrouver sa place territoriale. Bon, il y a des nous, il y a des choses qu'on ne gère pas. Aujourd'hui, clairement, il faut revoir toute la gestion de la forêt, toute la région de la biomasse. Ça sort un petit peu de notre domaine. Par contre, on a bien perçu que la gestion long terme de la ressource biomasse était un risque majeur Mais une fois que tout ça s'est organisé, le biogaz, ça a du sens. Bon. Je ne veux pas vous le dire dans quel cadre ça s'est fait, mais j'ai dit à une commission, on parlait du tarif de rachat, et les membres de cette commission m'ont dit, mais arrêtez de vous faire des illusions, le tarif de rachat, c'est de la politique agricole déguisée.
Parce qu'on revendiquait le tarif de rachat pour un autre gaz vert et autres, et on m'a dit, on ne se fera pas tordre le bas deux fois. Vous avez bien compris. Voilà. Bon, parce qu'aujourd'hui, le gaz naturel, quand vous êtes un industriel, vous le payez entre 15 et 25 euros. Quand vous sortez du biogaz, du biométhane, entre 150, la question c'est qui paie. Est-ce que le client va accepter à payer durablement? Est-ce que le contribuable va accepter de payer durablement? Qui paie le différentiel de prix? La tonne de CO2 évitée, même à 50 euros la tonne, qui va payer? Donc ça fait 3%, et que ça permet d'apporter un complément de rémunération à l'agriculteur. Très bien, tout le monde est d'accord. De toute façon, ça ou la politique agricole... Mais qui va payer durablement? Faut trouver un autre modèle. Un complément, Nicolas. Et d'autres questions? Levez la main si vous avez des questions à poser. Très très bref. J'ai tendance à dire, parce qu'on parle de smart grid souvent, que c'est difficile d'être smart et de penser que vecteur électrique. Enernet, on a bien expliqué. Enernet, c'est multivecteur, mais je réinsiste dessus parce que ça répond en partie à la question. On a le réseau électrique, on a le réseau de gaz, on a les réseaux de chaleur. Et c'est finalement sur l'ensemble de ces réseaux et en bénéficiant des infrastructures existantes, parce qu'il y a tout un tas d'endroits où il y a des réseaux qui existent, qui peuvent tenir encore pendant 40 ans. Et voilà, ça amène aussi de la fiabilité, de la stabilité, de la résilience au système. Donc du passer faisant table rase, c'est pas une bonne politique. Monsieur, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Jean-Luc Duplan du ministère de la Recherche. Alors, bien que de formation scientifique, ma question ne va pas être technique, mais elle va rebondir sur les propos de qui paye. Donc, vous avez beaucoup parlé des avantages du délocalisé par rapport au centralisé, qui est notre histoire. Je voudrais quand même mettre le doigt sur un point particulier, qui est justement qui paye. Aujourd'hui, quand vous allez de Lyon à Grenoble ou de Grenoble à Lyon, comme c'est mon cas aujourd'hui, je paye 100 km de carburant automobile, et c'est moi qui le paye. Ou le ministère, le cas échéant, si je me fais rembourser, ce qui ne sera pas le cas. Donc, que se passe-t-il pour l'électricité? Ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, quand vous avez une facture d'électricité, vous avez une contribution sociale à ce service. Et en fait, tous les coûts induits par la distribution de l'électricité, son organisation, les réseaux, la place du renouvelable qui a été évoquée par le biogaz, est mutualisée. Autrement dit, chacun d'entre vous, dans cette salle, payez une partie des améliorations technologiques fournies notamment par les énergies renouvelables. Cette question est primordiale. Donc, et c'est la question que je vais poser maintenant. Demain, dans une organisation délocalisée, où la primauté serait rendue à l'utilisateur, à celui qui a son appartement, sa maison, voire à la collectivité, les coûts de revient vont être les vrais coûts, autrement dit non mutualisés, et les coûts seront très différents, selon que vous habitez en haute montagne ou en centre-ville, selon que c'est une collectivité qui prend en charge ou un individu. Comment, dans un modèle interconnecté, où la responsabilité, j'ai bien compris, sera confiée à l'utilisateur, comment la personne va-t-elle accepter ou non de payer plus que son voisin ? Merci. Donc, Julien, tu voulais répondre, Olivier? Moi, je veux bien essayer de commencer à répondre, puisqu'on est sur le sujet maintenant des flux d'euros et non plus des flux de joules et des flux de données. D'accord ? Donc, dans les flux d'euros, il y a, comme dans tout système économique, des éléments qui sont mutualisés. Et dans les collectivités, on appelle ça les impôts. Et puis des éléments qui sont privés, d'accord, qui sont dans l'échange transactionnel entre acteurs librement consentants, comme on dit. Voilà. Eh bien, pour l'énergie, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui est de l'ordre du collectif, et qui s'appelle, entre guillemets, le service public, et qui s'appelle l'administration, et qui s'appelle l'utilisation de ressources locales. Et puis il y aura quelque chose qui sera de l'ordre du privé, qui sera un contrat de transaction entre, comme on a actuellement, un contrat entre un fournisseur et un consommateur, et puis quelque chose qui est de l'ordre du service public et qui est la taxe de distribution, la taxe de transport ou la CSPE. Il n'y a aucune raison que ceci change, simplement, d'accord, il y a quelque part probablement un élément de péréquation entre les éléments de facturation sur l'énergie et sur la puissance, sur les services systèmes, qui peuvent se basculer. Parce que un système qui profiterait de l'ensemble du réseau pour assurer son 230 volts, son 50 Hz, d'accord, et qui consommerait toute son énergie, quelque part, utilise un service système, d'accord, qu'il ne paierait pas. Donc, quelque part, c'est dans les péréquations, sur la manière dont on va utiliser et ponctionner la partie collective et la partie privative de l'énergie, qu'il faut trouver, entre guillemets, ces équilibres. J'ai pas la solution, peut-être mes camarades pourront en parler, mais je ne vois pas d'ambiguïté dans ce machin-là, pas de frein,
Pas de moteur, c'est factuellement, il y aura toujours, entre guillemets, des éléments collectifs, des éléments privatifs. Des remarques assez courtes, on a fini notre temps, donc quelques mots. Je voulais juste, juste pour moi, de la même manière, ce qui a été dit tout à l'heure sur la consommation, à laquelle je souscris, sur l'illusion de la consommation, je ne crois pas du tout sur le fait qu'on passerait d'un système centralisé vers un système totalement décentralisé. Le réseau, il faut se rappeler que la fonction principale du réseau, c'est de permettre, compte tenu des différences entre les usages et justement la production, c'est de permettre à chaque utilisateur d'accéder à la source de production la plus disponible et la moins chère. Donc, à ce titre-là, c'est la mutualisation, c'est le foisonnement et c'est la valeur économique. Ce qui veut dire que se mettre en réseau, ça donne de la valeur économique à tous les utilisateurs. Et quand on parle de centralisé, je préfère dire plutôt qu'on passe d'un système carboné ou majoritairement carboné à un système majoritairement décarboné. Parce que quand on voit, par exemple, les grandes fermes éoliennes, ils sont plutôt sur le réseau de transport, ils sont plutôt centralisés d'une certaine façon. Donc, je ne crois pas du tout sur un changement complet du centralisé vers le décentralisé, mais plutôt de carboné vers le décarboné. Et donc, il y aura toujours cet aspect de mutualisation. La question, c'est le modèle économique derrière, notamment pour les gestionnaires, parce que si derrière, il y a une forte consommation locale et qu'on utilise le réseau que pour, typiquement, le backup, là, l'équation économique change et c'est là où il faut rechercher au niveau de l'équation économique. C'est simplement ça, à mon avis. Sinon, c'est une illusion de dire on change de tout ou rien. Il y aura une combinaison, il y aura une recombinaison et un fonctionnement combiné. Oui, et je pense qu'il faut être extrêmement, il faudra, je dirais, prudent. Mais là, on sort du domaine de l'énergie, on rentre peut-être dans un problème un peu plus philosophique et de société. C'est que le système énergétique était fondé, et vous parliez de la CSPE et des autres systèmes, etc., était fondé sur un système de solidarité et de péréquation de cette solidarité. On est dans un monde aujourd'hui où on veut plus payer dans sa sécurité sociale les conséquences du mec qui fume et qui pourrait pas fumer, etc., etc. Attention à ne pas arriver dans le même mécanisme dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire que bon, si les charges de péréquation, etc., deviennent trop fortes, la tentation, c'est de ne plus payer en m'isolant du réseau, parce que là, à ce moment, je paye plus la CSPE, etc. Le vrai conséquence, c'est qu'on peut arriver à une logique d'accident d'avion vers une logique d'accident de voiture. Vous avez un avion qui tombe, il fait 200 morts. Finalement, l'avion est le système de transport le plus sûr au monde, mais un avion qui tombe avec 200 morts, ça fait la une des journaux pendant 4 jours à la télé. Les voitures, le transport routier, dans le monde, il y a des centaines de milliers de morts par an. Mais tout le monde s'en fout, c'est le voisin, puis de toute façon, c'est parce qu'il conduisait mal. Demain, vous êtes isolé, vous n'avez plus d'élec, vous êtes privé d'élec parce que votre machin, il est isolé, il est tombé en panne, mais on s'en fout parce que, en gros, c'était le voisin, vous êtes tout seul et vous n'aviez pas pensé que vous avez des intempéries, vous avez 10 000 personnes qui sont privées d'électricité pendant 3 jours, ça fait la une de TF1 ou d'Antenne 2 pendant 3 jours. Attention à ne pas tomber dans un monde d'individualisé, parce qu'on dit on est très très solidaire, l'économie de partage, mais le comportement est quand même de plus en plus individualiste. Alors attention à ne pas tomber dans ce travers. Alors c'est un beau message de fin, parce qu'en plus le forum est passé du 4I au 5I par l'inclusion. Donc c'est un beau message pour nos élus qui vont prendre la parole et les décideurs locaux. Je vous remercie messieurs pour cette contribution, on peut les applaudir. Donc on retiendra les ruptures qui sont devant nous. Alors peut-être pas des révolutions, mais des évolutions majeures, puisqu'on voit qu'on passe pas d'un monde d'une part à un monde complètement opposé, mais on va être dans des frontières nouvelles. On a entendu la place de la collectivité et du groupe pour pouvoir justement créer encore un lien social, des échanges, des communautés par des réseaux. C'était clair. On a entendu l'intérêt d'abord de lutter contre le gaspillage, mais que demain, grâce à l'énergie renouvelable, on consommera peut-être encore plus d'énergie, mais avec moins d'impact sur la planète. C'était un des messages. J'ai entendu aussi que c'était dans une logique de gain de temps. On va peut-être voir aussi des modèles de ralentissement, de low-tech, de modèles alternatifs, de lutte aussi contre cette frénésie parfois folle de transformation. Donc je pense qu'il y aura des expérimentations nouvelles qu'on va voir apparaître.
Reste la question de qui va payer. Alors à la fin, c'est toujours nous qui payons, citoyens. La question, ça sera quel arbitrage entre les individus et les groupes, entre le privé et le public. C'est une belle transition vers nos élus et nos décideurs économiques pour clôturer ce débat du 5i. Et prenez rendez-vous à 14h. On aura des paroles d'experts. Donc Jean-Paul Reich et Rémi Garot-Verdier de Enedis, le nouveau nom de ERDF, qui nous parleront des expériences nationales et européennes sur ces thématiques en cours. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, je voudrais préalablement saluer Jean-Pierre Gillet, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, Samy Kefi-Jérôme, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et le président de la commission numérique représentant le président Laurent Wauquiez. Je salue également Olivier Véran, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, les vice-présidents de la métropole, Fabrice Hugelet, vice-président en charge de l'industrie et du développement économique, et Bertrand Spindler, vice-président en charge de l'énergie. Vous saluez toutes et tous et vous dire l'immense plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui, le regret de ne pas avoir pu participer ce matin avec vous à cette table ronde, le plaisir parce que chaque fois je m'émerveille au sens plein du terme, de ces innovations, de ces rencontres qu'il y a et de ces créations, de cette créativité qu'il y a par les porteurs de projets. Un grand merci aux organisateurs, à l'ensemble des acteurs. La liste est longue, lorsque vous regardez effectivement l'ensemble des logos qui sont sur les documents, c'est très impressionnant. Ce Forum 5i, chaque année, prend une dimension encore plus forte et, je dirais, s'enracine évidemment très fortement dans le territoire, avec cette particularité, c'est qu'il permet de croiser à la fois les créateurs, les grands groupes, je dirais les acteurs de l'innovation, de l'attractivité, mais aussi des investisseurs, parce que c'est bien cela qui est aussi derrière cette plus-value collective, c'est finalement de permettre ces rencontres-là et que ceci puisse créer de la valeur pour l'activité, pour les activités et évidemment pour le territoire. Un sujet ô combien porteur, cette question de l'Enernet, finalement ce croisement entre ce qui peut être et ce qui est, tout ce qui tourne autour de la transition énergétique, qui est aujourd'hui au cœur de nombreux questionnements des collectivités et de la métropole, évidemment en particulier, et de tout ce qui peut être, évidemment, autour du numérique, de l'Internet des objets. Et c'était l'objet du dernier forum, mais évidemment, ceci est toujours dans nos têtes, très largement, bien sûr. Votre présence témoigne l'intérêt de ce choix, de mettre en lumière ce secteur où les potentiels sont énormes, parfois d'ailleurs pas encore vus, pas encore observés, mais ils sont là, ils sont potentiellement là. Et on sait, et vous savez qu'en tant que chercheur, c'est quelque chose qui me tient à cœur, tout ce qui peut se faire à ces interfaces-là, à ces croisements-là, nous savons particulièrement à quel point ils sont créateurs, générateurs de potentialités de demain. C'est bien à ces interfaces-là que se fabrique, je dirais, du sens, de l'agrégation et aussi des potentialités extrêmement fortes pour le développement du territoire, développement économique du territoire auquel la métropole est évidemment extrêmement attachée. Donc un plaisir d'être avec vous. La question de la transition énergétique est aujourd'hui au cœur des politiques publiques métropolitaines. Bien sûr parce que nous sommes devenus, de par la loi, compétents en la matière, et parce que notre territoire a une longue et vieille histoire et belle histoire sur ce sujet.
Donc il est normal, il est logique, il est évident que la métropole grenobloise aujourd'hui soit au cœur de ce qui peut être, avec ses acteurs, et lorsque je parle de métropole grenobloise, ce n'est en aucun cas l'institution seule, puisque nous savons que c'est bien ce travail partenarial, cette interaction de l'ensemble des acteurs, que nous allons et nous pourrons avoir, encore une fois, être fidèles à notre histoire collective, fidèles à ce que sera tout simplement les grands sauts qu'il y a eu dans ce territoire, ces ruptures qu'il y a eu. Et je compte bien évidemment, et je sais qu'au travers de ce Forum 5i, c'est peut-être ici que va se fabriquer, encore une fois, ces ruptures et ces sauts qualitatifs, quantitatifs de demain. Nous sommes autorité organisatrice de l'énergie du territoire, donc ce n'est pas un petit sujet. Cela donne à la métropole effectivement ce rôle d'assemblier, de facilitatrice. La métropole doit être facilitatrice, et elle le sera, de l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, pour rendre les choses plus simples, plus agiles, même si nous savons que cet écosystème grenoblois a cette particularité, je dirais, de savoir, ou en tout cas de fabriquer facilement ces interactions. C'est peut-être le fait que nous sommes tellement concentrés, ramassés autour de nos montagnes, qui fait que, évidemment, ce bouillon, cet écosystème-là, soit aussi favorable à l'innovation. En tout cas, je voudrais vous réaffirmer ici le soutien fort, puissant de la métropole grenobloise à tous ces champs de l'innovation, et qui est évidemment pour nous et pour les élus, je dirais, un élément déterminant dans ce que sera la place de la métropole demain, de ses acteurs économiques, de ses acteurs scientifiques dans, je dirais, notre territoire et au niveau également européen. Pour relever ces défis, notamment de la transition énergétique, des solutions apparaissent, d'autres ne sont encore qu'expérimentations, d'autres sont encore à imaginer, je le disais tout à l'heure, et seront permises par la recherche et par le travail, les avancées techniques, technologiques auxquelles nous croyons, et bien sûr par l'innovation que j'ai évoquée. Donc j'aurai le plaisir de pouvoir passer tout à l'heure dans ce parcours pour découvrir, même si certaines je les connais déjà, de les avoir visitées à différents endroits du territoire, que ce soit sur InnoValley ou ailleurs, et effectivement des start-up et je dirais des projets absolument fascinants, qui montrent encore une fois que l'imagination, la créativité doit être facilitée ici, encore plus demain dans ce territoire. Évidemment, c'est en tant que président de la métropole que je dis, en tant que chercheur, toujours autant fasciné par ces innovations-là. Parfois, je me dis que j'aimerais bien être au cœur de cela, de façon plus proche. Bref, c'est la frustration qui génère la créativité parfois. Donc j'espère qu'elle sera, en tout cas cette frustration personnelle à ça, m'amènera à être aussi innovant sur d'autres sujets dans le cadre des politiques publiques métropolitaines. Pour conclure, le message que je souhaite porter, c'est celui que la métropole grenobloise compte conforter sa position, à l'échelle évidemment régionale, dans le concert des deux métropoles, mais bien sûr de l'ensemble des autres territoires de la région et de la belle région Auvergne-Rhône-Alpes, mais en tout cas, évidemment, d'être un acteur, un territoire majeur de l'industrie liée à l'énergie. Et évidemment, nous nous y emploierons fortement. Je termine en remerciant encore une fois les organisateurs. Chapeau à l'ensemble des organisateurs pour la qualité de ce Forum 5i. Encore une fois, merci à vous. Très bon moment ici, et que ceci soit véritablement pour vous toutes et tous un moment effectivement qui renforce vos convictions, vos projets, vos envies, et surtout qui y trouve des solutions. Merci à vous. Bonjour mesdames et messieurs, monsieur le président de la métropole, monsieur le député, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au WTC de Grenoble, donc établissement de la CCI de Grenoble, pour la 19e édition du Forum 5i. Le président Jean Velay de la CCI de Grenoble s'excuse, mais il a d'autres obligations en dehors de la région grenobloise et il m'a demandé de bien vouloir le représenter, ce que je fais avec plaisir.
Depuis sa création en 1998, ce forum reste un événement majeur pour la région grenobloise, et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord, et c'est sa principale raison d'être, parce qu'il permet aux entreprises innovantes de notre région et depuis quelques années du sillon alpin de rencontrer des investisseurs afin d'initier leur première levée de fonds. La qualité des entreprises présentées attire chaque année des financeurs nationaux et internationaux qui découvrent l'excellence des entreprises technologiques grenobloises. C'est un peu dommage qu'il y ait eu des mouvements sociaux qui font que la grève des trains ou le blocage de certains trains ait freiné un peu l'arrivée de quelques investisseurs. C'est bien dommage et je le regrette beaucoup. Par ailleurs, c'est un événement qui fédère l'ensemble des acteurs économiques et de l'innovation. C'est une belle démonstration de la capacité qu'ont les entreprises, l'université, les écoles d'ingénieurs, les centres de recherche, avec le soutien des collectivités locales et territoriales, d'unir leurs forces et leurs compétences au quotidien. La CCI de Grenoble est partenaire du Forum 5i depuis de nombreuses années et y tient toute sa place au nom et au service de toutes les entreprises qu'elle représente, un peu plus de 30 000 pour le Sud-Isère. C'est le lieu de congrès où vous êtes ce matin, en est le symbole. Il est en effet placé entre l'école de commerce Grenoble École de Management, qui est juste à côté, qui a été créée il y a 27 ans, et puis qui travaille sur le socle du management de la technologie, et puis notre équipe de Grex qui aide les entreprises à attaquer les marchés à l'export. La thématique choisie cette année pour la table ronde qui vous a réunis, l'Enernet, est un concept novateur qui connecte deux activités bien présentes dans notre région, l'énergie et le numérique. Et nous sommes très présents, y compris avec de grands groupes industriels. Aujourd'hui, les travaux des centres de recherche grenoblois dans le domaine du numérique permettent la création de nombreuses start-up qui participent au développement économique de notre région. Le challenge que collectivement nous devons relever, c'est que de ces start-up vont naître des PME, des PMI et des ETI. Et tout ça dans l'objectif de donner des emplois au moins de Bac plus 5. Puisque nous utilisons beaucoup les Bac plus 10, il faut que nous sachions donner du travail au moins de Bac plus 5. Alors, et puis je remercie l'ensemble des partenaires du Forum 5i qui ont contribué au succès et à la notoriété de cette rencontre, qui figure maintenant en bonne place dans l'agenda des manifestations qui comptent à Grenoble, en Rhône-Alpes et bientôt en Auvergne. Je ne doute pas qu'une nouvelle fois, les jeunes entreprises de l'arc alpin retenues pour cette édition trouveront aujourd'hui les financeurs dont elles ont besoin pour leur développement. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Samy Kefi-Jérôme, conseiller régional, président de la commission numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes auprès du président Laurent Wauquiez et de la vice-présidente au numérique, à l'artisanat, au commerce, à l'économie sociale et solidaire, aux professions libérales, Juliette Jarry. Monsieur le président de la métropole, cher Christophe Ferrari, monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, monsieur le conseiller régional, chers collègues, mesdames et messieurs, à chaque fois que je viens à Grenoble, je rencontre Christophe Ferrari, et à chaque fois que je viens à Grenoble, je repars émerveillé, époustouflé. Il y a dans votre territoire un dynamisme, une créativité et une innovation, et malgré les mouvements sociaux dont vous avez fait écho, vous faites fi de tout cela. Vous avancez, vous créez, vous anticipez, et vous êtes vraiment, en tant que métropole French Tech, un exemple et un modèle à suivre pour l'ensemble des territoires de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, le but, c'est pas de vous passer de la brosse pendant tout le discours, hein, mais c'est formidable, vraiment. À chaque fois que je viens ici, je découvre des pépites, des innovations. Et dans le cadre de ce forum 5i, qui aurait pu, l'an passé, vous étiez sur les objets connectés, qui était déjà un sujet important. Aujourd'hui, quelle audace! Quelle audace d'aborder le sujet de l'Enernet, qui est vraiment... on parle beaucoup de disruption, de rupture, mais qui est vraiment un enjeu stratégique qui, avec cette rencontre entre investisseurs, start-up et grandes entreprises, eh bien, va sûrement donner à notre région et à votre territoire un avantage concurrentiel non négligeable. Alors pourquoi vous m'avez face à vous ? Ça aurait pu être l'élu à l'économie ou à l'innovation, ça aurait pu être l'élu à l'énergie, à l'environnement. Non. Le président Laurent Wauquiez a souhaité que ce soit un représentant de la région qui soit élu au numérique. Pourquoi le numérique ? Parce que ce n'est pas simplement que des infrastructures, même si nous faisons en sorte que le développement de la région se fasse à marche forcée.
et accélérée, avec un budget du numérique qui est en augmentation de 38% pour le déploiement de la fibre notamment. Mais c'est aussi et surtout, au-delà des usages, un mode de pensée. Et ce que vous avez eu comme présentation, et ce qui va continuer sur le reste de la journée concernant l'Enernet, est vraiment appliquer le mode de pensée du développement et du fonctionnement d'Internet au domaine de l'énergie. Alors, tout à l'heure, on a eu quelques petites réticences, peut-être au passage et à la bascule que ça allait entraîner. Bien sûr qu'il y aura un temps de transition, mais cette philosophie est incroyable. Quand on pense que sur les communications, vous aviez avant un système pour la voix, avec le téléphone, un système pour la vidéo, avec la télévision, et d'autres systèmes pour les données, avec des protocoles de communication qui étaient descendants du fax et de la télécopie. Eh bien, tout cela, maintenant, est complètement fusionné dans Internet. Qui aurait pu penser, il y a encore quelques dizaines d'années, que ces systèmes, qui étaient complètement isolés, avec des monopoles d'État, avec des infrastructures rigides et complètement fermées, eh bien, seraient fusionnés en un seul canal, à travers notamment la fibre optique, et en plus décuplés. Eh bien, l'Enernet nous montre que dans l'énergie, nous pouvons atteindre ce type de disruption, ce type de rupture, et faire en sorte que le monde de l'énergie puisse peut-être aussi atteindre une utopie qui serait une énergie abondante, et donc une énergie non pas illimitée, mais en tout cas aussi abondante que le sont les flux des télécommunications et des communications via Internet. Donc c'est tout l'enjeu que vous êtes en train de poser aujourd'hui, et c'est cette innovation que nous tenions à saluer au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette force que votre forum a au sein de votre territoire, non pas de suivre des effets de mode, mais d'être dans l'anticipation. La région Auvergne-Rhône-Alpes, donc, a cette philosophie d'accompagner ces innovations, a cette philosophie d'investir et de prendre des risques à vos côtés. Donc vous connaissez, je ne vais pas vous faire le catalogue des différents fonds d'investissement et des différents modèles d'investissement et d'accompagnement des entreprises qu'il y a au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous avez bien sûr Innovisi, qui accompagne chaque année 150 startups. Vous avez Rhône-Alpes Création 2, qui est doté d'un fonds de 30 millions d'euros de capital risque pour l'accompagnement à la création et au démarrage des startups, et un certain nombre de dispositifs, IDClick Plus, etc., qui vous permettent donc, vous start-upers, vous entrepreneurs, d'être soutenus et accompagnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je reste à votre disposition, bien sûr, sur le temps de déjeuner et par la suite. Une petite information quand même, nous sommes dans ce modèle innovant, nouveau. Et donc, le nouveau schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'international, le SRDE2I, qui est en cours d'élaboration, se veut être un modèle ascendant. C'est-à-dire que nous n'allons pas pondre dans des bureaux du siège de la région à Lyon un modèle qui sera décliné sur l'ensemble des territoires, mais nous attendons vos contributions donc sur le site ambition-eco2021.auvergne-rhône-alpes.eu. N'hésitez pas donc à contribuer à ce schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'international. Jusqu'au mois de juillet, la plateforme collaborative est ouverte et nous publierons à l'automne ce nouveau schéma. En tout cas, merci d'avoir organisé ce forum. Merci de nous avoir invités, parce que Grenoble aujourd'hui is a place to be. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être en Auvergne-Rhône-Alpes et nous sommes fiers d'être grenoblois. Merci beaucoup.